La riposte, c'est vous. Donnez au poste. Soutenez-nous sur auposte.fr. Bonjour et bienvenue à tous dans ce 5e épisode de Bouffe de là. Je suis Nora Boisouni. Bonjour aux personnes qui nous suivent sur le chat. N'hésitez pas à réagir et à poser toutes vos questions. Et n'oubliez pas, adonnez-vous pour qu'Auposte puisse continuer à proposer des interviews, des contenus de qualité, des interviews, des vidéos en toute indépendance. Parce que l'indépendance, contrairement à la gentillesse, eh bien, ça n'est pas gratuit. Voilà. Aujourd'hui, on va parler insécurité / précarité alimentaire. On parlera aussi de la différence entre les deux, s'il y en a une, avec mes deux invités. D'abord, Bénédicte Bonzi. Bonjour Bénédicte. Bonjour. Vous êtes chercheuse, tu es, parce qu'en fait, on se connaît, on va pas faire semblant non plus, comme à la télé. On vit en table ronde, en conférence. Tu es chercheuse et docteur en anthropologie sociale. Tu es autrice d'un bouquin formidable qui s'appelle « La France qui a faim, le don à l'épreuve des violences alimentaires ». Et bonjour Marie-Dric. Bonjour. Bonjour. Alors vous, on ne se connaît pas, mais on peut se tutoyer aussi. Tu m'as dit que c'était OK. Tu es docteur en sciences politiques et responsable accès digne à l'alimentation durable au Secours catholique Caritas France. Je préviens tout de suite tous les gens qui nous voient, il y a du monde d'un coup. Je préviens, ce bleu roi me va à ravir, merci de commenter ma petite tenue. Je préviens tout de suite qu'on n'abordera pas en détail la question pourtant cruciale du système agricole, parce que sinon ce serait trop long, et surtout parce qu'on l'aborde dans le prochain épisode, car le mois prochain c'est le salon de l'agriculture, donc on va faire un numéro spécial. Alors, j'ai dit qu'on allait parler insécurité et précarité alimentaire. Donc d'abord, Bénédicte, comment est-ce qu'on définit l'insécurité alimentaire et est-ce qu'il y a une différence avec ce qu'on appelle la précarité alimentaire ? Alors, toutes ces définitions, que ce soit insécurité, précarité alimentaire, sécurité alimentaire, etc., elles se nourrissent les unes des autres. Donc après, l'insécurité alimentaire, je dirais que c'est le double négatif de la sécurité alimentaire qui, elle, a été définie en 1993 au Sommet mondial de l'alimentation. Donc pour rappel, pour tout le monde, je vais lire la définition, sachant que du coup, pour définir l'insécurité alimentaire, c'est juste l'inverse, c'est l'impossibilité d'accéder à la sécurité alimentaire. Et donc la sécurité alimentaire, elle existe lorsque tous les êtres humains ont à tout moment un accès physique et économique à une nourriture suffisante, saine et nutritive, leur permettant de satisfaire leurs besoins énergétiques et leurs préférences alimentaires pour mener une vie saine et active. Et je dirais que la sécurité et l'insécurité alimentaire, elles vont vraiment se distinguer de la précarité alimentaire parce qu'on a des indicateurs très précis pour faire des mesures. Alors que sur la précarité alimentaire, on va garder dans cette notion l'idée de pouvoir davantage s'intéresser à la situation de la personne. Et du coup, voir une situation dans son ensemble. Et noter que dans l'idée de précarité alimentaire, c'est cette incertitude de pouvoir accéder à la nourriture que l'on pourrait choisir le lendemain. Et finalement, qui ne va pas correspondre à des mesures d'insécurité alimentaire ou sur une moyenne de tout ce qu'on mange. On va dire, finalement, cette personne n'est pas très en insécurité parce qu'il y a un apport suffisant de calories. Et puis autres indications sur la diversité, etc. Tandis que dans la précarité, on va voir si en fait c'est très difficile d'accéder à ces calories, si ces calories ne sont pas des calories choisies. Et donc on va avoir ces nuances-là. L'ensemble de ces définitions, notions, elles permettent aussi de pouvoir réfléchir au droit à l'alimentation. Et le droit à l'alimentation, il va être défini plus tard. Et finalement, la grosse problématique autour du droit à l'alimentation, c'est de ne pas être opposable. Et donc, on il y a va encore en parler tout à l'heure. Un gros boulot à faire autour de ces notions pour comprendre que tous ces traits fins, au plus on les maîtrise, au plus on peut arriver, et ça tu rebondiras j'imagine bien dessus, à travailler pour avoir avec précision décrire en fait les atteintes aux personnes, du non-respect de ces droits et du coup de pouvoir faire évoluer les choses pour acquérir ces droits. On parlera tout à l'heure, effectivement, du droit à l'alimentation. Alors maintenant qu'on a posé les bases, quelques chiffres pour comprendre l'ampleur du problème et surtout l'urgence, parce que
Cette émission est intitulée « Insécurité alimentaire, une bombe à retardement ?» Point d'interrogation. Vous me direz après si vous pensez que c'en est une. Vu ce que tu écris dans ton livre, je pense que tu seras plutôt d'accord avec cette idée. Alors d'abord, une évidence, mais pas pour tout le monde apparemment, puisqu'on entend quand même des choses assez intéressantes dans les médias. Se nourrir, ça n'est pas une question de disponibilité, mais d'accès. La preuve, puisque la production alimentaire mondiale s'accroît et la faim dans le monde aussi. On jette dans le monde 1,3 milliard de tonnes de nourriture par an. Et on jette principalement, c'est peut-être un peu contre-intuitif, mais on jette quand même principalement des fruits, des légumes, des racines et des tubercules. Donc 1,3 milliard de tonnes de nourriture jetée, alors que 2,3 milliards de gens sont en situation d'insécurité alimentaire modérée ou grave. Et près de 924 millions sont confrontés à une insécurité alimentaire grave. Et ça, c'est 207 millions de plus en 2 ans seulement. En France, 41% des Françaises disent ne pas avoir les moyens financiers de consommer autant de fruits et légumes frais qu'ils ou elles le souhaitent parce qu'en fait, ça coûte super cher. En 10 ans, il faut savoir que les fruits et légumes, ça a augmenté de 40%. C'est 3 fois plus que le niveau général des prix. Alors le problème, c'est que les salaires stagnent, sauf que les charges incompressibles augmentent, l'énergie par exemple, l'essence, mais il y a aussi les prêts, le loyer, etc., l'électricité. Tout ça augmente, le prix de la nourriture aussi. Donc l'alimentation, c'est devenu la variable d'ajustement des ménages les moins dotés. On sait qu'en proportion, ceux qui dépensent le plus, ça pèse le plus dans le budget. D'où le titre de l'épisode, l'insécurité alimentaire, une bombe à retardement. Je vais regarder s'il y a déjà des... Bonjour, il y a du monde. Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour, bonjour. Du raisin sec, mais chacun mange ce qu'il veut, du raisin sec, mais Alain, mange du raisin sec si tu veux. Je voudrais commencer en vous faisant toutes les deux réagir à une phrase de Michel-Édouard Leclerc, qui est l'héritier lobbyiste qu'on connaît, parce que c'est pas le patron de Leclerc n'étant pas une entreprise comme ça. En septembre dernier, dans une interview au Parisien, il a coché quand même beaucoup de cases du bingo, on va dire. Je vais dire ce qu'il a dit et puis peut-être Marie, tu vas pouvoir commencer à commenter. Alors, Michel-Édouard Leclerc a dit « Je peux vous dire qu'il y a dans notre pays de plus en plus de vrais pauvres qui se tournent vers le secours populaire ou le secours catholique. Mais au-delà de cette réalité sociale, il y a aussi des gens pas si pauvres, mais qui dépensent trop. Personne n'est obligé d'acheter du coca, du Nutella ou des biscuits industriels. On peut se régaler pour pas cher, si on a la culture du prix bas et si on prend le temps de cuisiner soi-même, chose que l'on devrait apprendre à l'école. Faire une tarte, ça ne coûte pas grand-chose. Marie, vous travaillez justement pour le Secours catholique. Comment vous réagissez à cette phrase? Est-ce qu'il y a beaucoup de faux pauvres au Secours catholique? Pour justement situer un peu ma prise de parole, au Secours catholique, c'est 60 000 bénévoles, 1 million de situations rencontrées, comme on dit, et une diversité de réponses par rapport à ce besoin alimentaire qui est la première demande que font les personnes quand elles viennent effectivement au Secours catholique. Premier besoin exprimé, après le besoin d'écoute. Et si il y a cette expression, c'est bien souvent pour 2 raisons. C'est d'une part, il n'y a pas assez de ressources pour se nourrir, on n'a pas assez d'argent, tout simplement. Et d'autre part, on a des dépenses contraintes trop fortes. Et donc, comme tu le disais, l'alimentation devient la variable d'ajustement. Et dans ces cas-là, ce qui est très clair, c'est au contraire, plutôt que quand on n'a que quelques euros pour se nourrir et nourrir sa famille, je peux plutôt vous dire qu'on est super gestionnaire et qu'on est plutôt ingénieur des bons plans et ingénieuse des bons plans, plus que très mauvais gestionnaire. Et donc, ce que j'entends, c'est malheureusement que les préjugés ont encore la vie dure sur la précarité. Mais ce que je trouve profondément problématique dans ces propos, c'est aussi d'entendre que le problème n'est pas d'ailleurs un problème d'argent, mais un problème de bonne information et un problème de bonne éducation. Et c'est d'autant plus problématique de la part d'un représentant de la grande distribution, malgré tout, puisque... en fait, bien sûr, on n'est pas obligé, mais personne n'est obligé d'acheter du Coca ou du Nutella, mais tout nous incite à acheter du Coca, du Nutella, que ce soit la publicité, les promotions, mais même le rayonnage, la manière dont on organise son magasin, tout est fait puisque c'est un produit d'appel. Donc en plus, ils sont très bien... Ils sont en tête de gondole, voilà. Formats familiaux, promotion sans arrêt sur ces produits quand même, qui ne sont pas des produits très sains, on va dire. Tout à fait. Et puis, c'est ça aussi qui explique que tout ce travail autour d'une image de marque fait que
bien sûr, il y a des effets symboliques au fait de consommer le coca, le Nutella, et que c'est appartenir à la société que de le consommer. Donc, voilà, il y a vraiment pensé que c'est un problème simple d'information et d'éducation, et même pas aussi un problème d'argent. C'est l'arbre qui cache complètement la forêt, quoi. Et puis il y a aussi, là il parle quand même d'aliments plaisir, donc on a l'impression que quand on n'a pas beaucoup d'argent, on devrait se priver aussi d'une forme de gourmandise et de plaisir, et qu'on devrait uniquement considérer la nourriture comme quelque chose comme des nutriments qu'on met dans son corps pour aller bien, etc. Et qu'on ne peut pas juste se faire un petit kiff en mangeant une tablette de chocolat. Bénédicte, comment tu réagis toi à cette phrase de... Il y a plusieurs choses. Je dirais que finalement, en sous-filtre, parce que je ne vais pas répéter ce que Marie vient de dire, il y a quand même que c'est l'héritage de la charité aussi qui a la vie dure. C'est-à-dire que cette personne qui est interrogée à un moment donné, elle parle de situations qu'elle ne connaît pas. Et ça, c'est quand même fort à chaque fois dans les prises de parole. Toi, tu prends le temps de vraiment situer ton action. Et je trouve qu'on a ces écarts aussi, tout un tas de personnes qui vont prendre des décisions sur la vie des autres. Et du coup, je sais qu'on parlera aussi de la démocratie et de la démocratie alimentaire, et qui, du coup, vont caler des choses importantes. Je pense que quand il prend la parole, en fait, c'est quelqu'un qui va être entendu, suivi et écouté. Et que du coup, c'est pas du tout neutre. Et qu'à un moment donné, c'est pas neutre parce qu'il a des avantages économiques, mais dont il ne va pas parler. Et ça, je trouve que ça crée aussi ces écarts, d'avoir un avis sur tout, et de ne surtout pas situer la manière dont on parle, et donc d'être dans cette continuité d'inversion de la faute, être finalement en train de venir donner des responsabilités à celui qui ne peut pas faire autrement, quand finalement cette personne qui parle a des moyens considérables et donc pourrait faire pencher la balance d'un autre côté, mais ne le fait pas. Donc du coup, on pourrait vraiment inverser la question pour comprendre en fait. Alors, pourquoi ne pas partir en campagne pour surtaxer ces produits, pour faire en sorte qu'ils soient moins mis en évidence, pour améliorer le revenu des personnes? Non, donc du coup, c'est très facile en fait d'avoir ces propos-là et de les tenir publiquement. Finalement, ça lui dore un peu le blason. Mais derrière, en fait, quels sont les actes concrets pour permettre de transformer cette situation si cette situation est insupportable? Et je pense que toutes ces personnes qui s'expriment de cette manière-là sur la vie d'autres, qui sont finalement bien plus rusés, bien plus audacieux au quotidien pour arriver à survivre, ont beaucoup de leçons à apprendre, notamment une leçon d'humilité. Ce qui est intéressant, c'est que juste avant cette phrase-là, alors déjà dans cette interview au Parisien, quand il répond ça, il n'y a pas vraiment en face de réponse. On lui dit, mais quand même, ça coûte l'inflation, ça coûte un peu plus cher, etc. Mais juste avant cette phrase-là, il dit qu'en fait, quand lui fait ses courses, alors moi j'ai un petit doute sur Fiodor qui fait ses courses à Leclerc avec son caddie, mais bon, peut-être qu'il le fait. Il dit que les gens viennent le voir et lui exposent ses problèmes. Donc je me dis, si c'est ça sa réponse aux gens qui viennent lui dire « je n'arrive pas à me nourrir », c'est extrêmement violent comme réponse, quoi. Donc ce qui m'intéressait aussi, c'est que Marie, tu parlais de... je viens de perdre ma phrase. Si, tu parlais de cette présomption de ne pas savoir gérer un budget. C'est quelque chose que tu trouves répandu, que tu entends souvent. C'est une espèce d'injonction et de culpabilisation que toi, tu vois dans les travaux que tu mènes. Oui, complètement. Ouais. Enfin, pas que moi, c'est des choses qu'on entend, effectivement. Et notamment, chaque année, désormais, donc, le Secours catholique mène une grande enquête dans son réseau qui permet d'avoir ce rapport statistique chaque année sur l'évolution de la précarité et de la pauvreté. Et bien sûr, on le fait aussi en lien avec les personnes qui vivent ces expériences de pauvreté, sur les thématiques choisies. Et je me souviens bien, il y a 2 ans, on avait tout un groupe de travail sur le sujet et qui rendait bien compte que, en fait, c'était surtout des femmes, d'ailleurs, parce qu'en plus, il y a une question quand même aussi là très... des femmes qui ont la gestion de toute cette question. Oui, on rappelle qu'en France, les repas sont préparés à plus de 80% par les femmes dans les ménages hétérosexuels, en tout cas. Et l'aide alimentaire est particulièrement aussi... les femmes sont très présentes dans le circuit de l'aide alimentaire, malheureusement aussi. Et elles montraient bien qu'en fait, c'est des mathématiciennes, quoi. Elles passent leur temps à calculer, c'est une charge mentale énorme.
Et donc ça, on l'entend en permanence dans les ateliers qu'on fait sur le sujet, sur comment ensemble, effectivement, on peut choisir peut-être autrement son alimentation. Et c'est là qu'on découvre les stratégies incroyables, je vais aller prendre le bus, en fait, à tel horaire, puisqu'en fait, il va m'emmener là. Puis ensuite, là, il y a telle promo, donc en fait, je vais pouvoir m'arranger avec ma voisine qui va stocker ce que je vais acheter. Enfin, c'est des choses qu'on soupçonne absolument pas, effectivement, quand on vit pas cette situation. Et c'est aussi pour ça que c'est important pour nous, dans ces différents travaux, qu'on ait cette parole présente pour construire communément et ensemble les constats et aussi les solutions face à ces situations. Ça illustre ce que tu dis. Je débutais un entretien avec une maman, en fait, qui passait dans une épicerie sociale et solidaire. Et dès qu'on a commencé, elle m'a dit, bon, déjà, je tiens à vous dire, elle était un peu énervée, un peu... Oui, voilà, elle n'était pas hyper à l'aise de faire cet entretien, finalement. Elle me dit, je tiens à vous dire que je sais très bien compter. Mon budget, je le tiens et je connais à 2 € près ce que je dois dépenser chaque mois pour les 2 années à venir. Et là, en fait, on est scotché et limite, on a même les larmes aux yeux parce qu'on comprend cette détresse et on comprend, en fait, le nombre d'entretiens qui doivent avoir lieu avec des travailleurs sociaux et autres, où finalement, on fait culpabiliser les gens à chaque fois de ne pas savoir gérer un budget sans prendre en compte des réalités du quotidien ou notamment sur l'équilibre alimentaire. Et quand on va plus loin dans ce genre d'entretien, cette femme, par exemple, me disait, moi, quand j'ai mis 3 mois où j'ai droit à venir à l'épicerie, eh bien, je vais prendre plein de boîtes et de produits secs. Typiquement, si on ne s'intéresse pas à comment fonctionnent les gens, à leur propre stratégie, on dirait, mais cette femme ne cuisine pas, elle ne sait pas faire des plats équilibrés. Alors qu'en réalité, elle a un jardin pour avoir de plus en plus d'autonomie alimentaire. Et en fait, elle fait juste du stock pour tous les mois où elle veut dépenser le moins possible sur l'alimentation. Et en fait, tout ça, c'est pas forcément mis en visibilité. Et c'est important de l'avoir en tête. C'est marrant parce qu'il y a un livre que je conseille d'ailleurs à tout le monde qui s'appelle « Où va l'argent des pauvres ?» de Denis Colombi, qui justement parle de ces présomptions d'incompétence budgétaire qu'on nous sort à longueur de temps, avec ce marronnier de les pauvres achètent des écrans plats avec l'allocation de rentrée scolaire, etc. Puis ils savent pas se nourrir, ils savent pas ce qui est bon, puis ils achètent des chips, alors que les carottes ça coûte moins cher, etc. Dans la phrase de Michel-Édouard Leclerc, il dit aussi on peut se régaler pour pas cher, faire une tarte ça coûte pas grand-chose. Est-ce que bien manger, c'est-à-dire par bien manger, alors je diabolise aucun aliment, etc., mais on entend par bien manger, manger équilibré, manger fait maison aussi, c'est ce qu'on entend. Est-ce que ça coûte pas si cher, comme on l'entend dans les médias, un peu partout, par des chefs étoilés qui nous disent « ça va, c'est pas si compliqué, quoi ». Tu veux commencer ? Moi, je dirais que ça coûte... Alors déjà, sur le bien manger, c'est compliqué de se mettre d'accord sur qu'est-ce que va être le bien manger. Donc c'est quelque chose d'assez intime et personnel, en fait, sur les produits qu'on va aller choisir pour avoir l'impression de bien manger. Et je pense que ça vient aussi traduire ce qu'on peut faire. Et c'est là qu'on va voir apparaître les écarts et les tensions dans la tête des gens. Où finalement, des fois, on doit composer. Par exemple, faire une tarte, il y a différents types de farine. Est-ce qu'on a envie d'avoir la farine premier prix ? Est-ce qu'on a envie d'avoir une farine de marque ? Est-ce qu'on a envie d'avoir une farine paysanne, en fait, et de connaître celui qui produit la farine ? Et il y a tout ça qui va changer le goût qu'on met et l'intention qu'on met derrière notre recette et derrière notre tarte. De la même façon pour les fruits, pour le sucre. Et donc, il y a ces différents niveaux d'expression. Après, dans le bien manger, il y a aussi avec qui on partage cette nourriture et toute la question et la dimension de la convivialité. Et c'est vrai que il y a cette espèce d'idéal dans la nourriture, que ça va nous apporter une bonne santé, et moi je suis la première à le défendre, que ça permet d'avoir une agriculture paysanne dynamique, etc. Mais il ne faut pas, là encore une fois, culpabiliser tout un tas de personnes qui ont, mais en fait c'est tellement bête comme phrase, qui ont le droit de prendre du plaisir en mangeant, en fait, qui peuvent se faire plaisir, et pour lesquelles, en fait, dans la charge mentale, ces questions-là sont des questions très bourgeoises, en fait, de pouvoir choisir notre farine. Ou, voilà, si on a peu de choix et si on doit compter, il y a des choses, en fait, qu'on ne va plus mettre dans sa carte mentale. Je ne dis pas qu'ils n'en ont pas connaissance et que ça n'existe pas. C'est juste que quand on doit faire des priorités, ce n'est pas la priorité. C'est un sacrifice, finalement. Ouais.
Et que du coup, oui, sur le bien manger, ça doit être situé à chaque fois dans un espace-temps pour que ça puisse venir dire quelque chose. Si bien manger, c'est des produits excellents, mais qu'en fait, la personne qui le cuisine vient vous regarder et vous dit « T'as vu, c'est bon, t'as vu, j'ai... » Au bout d'un moment, c'est lourd, quoi. Donc du coup, c'est pareil. Je pense qu'il y a beaucoup de questions de liens et l'alimentation est intéressante parce qu'elle permet de lier différentes choses et que du coup, ça ne doit pas devenir un dogme, ça ne doit pas empêcher, ça doit ouvrir. Oui, je suis d'accord sur le bien manger. On oublie souvent la question, le fait d'être ensemble qui constitue généralement ce bien manger. Ouais, voilà, sur aussi le fait de pouvoir respecter ses habitudes alimentaires, sa culture, tout ça. Après, je voulais rebondir sur ce bien manger comme on entend souvent dans la dimension aussi santé, sanitaire, voire même lien à ceux et celles qui sont rémunérés derrière ce travail. Et je voulais rebondir par rapport à ce qui était dans le chat, justement, quelqu'un qui dit « Mais en fait, quand on a un logement insalubre, une cuisine minuscule, des horaires coupés, 2 heures de transport, faire une tarte, ça coûte aussi. » Et c'est vrai que c'est intéressant, on a souvent, c'est vrai, à l'idée que des produits bruts permettent de faire des économies et c'est meilleur pour la santé. C'est pas faux, mais quand on regarde un coût total de ce que ça coûte pour cuisiner, il y a ce que je racontais tout à l'heure, c'est-à-dire souvent c'est quand on a des difficultés financières aussi, c'est aussi des difficultés de mobilité, pas forcément le lieu d'achat à proximité qui a les coûts les moins élevés sur les fruits et légumes et les produits buts. Souvent la grande distribution en fait qui est le lieu principal d'achat. C'est plus de 80% des achats sont en supermarché. Voilà, et les fruits et légumes, ils sont le plus chers. C'est plus cher d'aller acheter ces fruits et légumes là-bas qu'en circuit court ou en vente directe. Et donc, quand on regarde ce coût total, on voit bien qu'il y a l'énergie, ce que ça coûte aujourd'hui pour cuire sa tarte ou pour même cuire ses pâtes. Nous, on entend ça qu'on privilégie parfois les pasta box parce qu'en fait, ça revient presque moins cher que de se faire réchauffer son truc, d'aller le chercher et donc d'utiliser sa voiture, donc d'utiliser du carburant, tout ça. Et donc, regarder aussi ce coût un peu plus total. C'est intéressant parce que ça permet de comprendre plein de choses, mais aussi parce que ça permet de trouver des leviers différents par rapport à cette question de l'accessibilité et de sortir de ce truc de juste c'est le prix le plus bas de l'alimentation qui va nous permettre d'accéder, de faire accéder au plus grand nombre cette alimentation de qualité. Et d'autant plus que, on en parlera tout à l'heure, on a fait une étude avec plusieurs partenaires sur l'injuste prix de notre alimentation, parce qu'on voit bien que cette course au prix le plus bas, aujourd'hui, en plus, elle nous coûte très très cher en termes de santé, en termes d'environnement. J'ai pas assez mangé ce matin, apparemment. Voilà. Oui, on va en parler juste après de ce rapport. C'est vrai que, en fait, ce qui revient souvent, et c'est pour ça que je voulais vous introduire l'émission avec cette diatribe de Leclerc, parce qu'en fait, on réunit à peu près tous les stéréotypes classistes, les idées un peu courtes, comme tu le disais, sur son point de vue très situé de quelqu'un qui n'a pas à faire attention, qui n'a pas à compter le moindre centime, ce côté, la culture du prix bas, qu'est-ce que ça veut dire ? Et effectivement, on oublie souvent, tu le mentionnais Marie, la question du transport, de l'environnement alimentaire, qu'est-ce qu'il y a autour ? Est-ce qu'on a le temps et l'essence pour aller faire 5 lieux d'achat différents ? Est-ce qu'on a un four ? Et j'allais dire le matériel, exactement. On oublie les ustensiles, des poêles, combien de plaques on a, le four, les couteaux, la poche à découper, la motricité fine. Effectivement, tu parlais aussi de validisme, de est-ce qu'on peut se déplacer, mais est-ce qu'on peut aussi couper des choses, que c'est facile à faire. Puis les factures d'énergie, donc c'est vrai qu'on entend souvent des chefs qui vont vous dire oui, mais ça va faire un curry, c'est pas très cher, vous mettez ça pendant une demi-heure. Une demi-heure d'électricité, en fait, c'est quand même fou. Puis il faut faire revenir les trucs avant. Donc on oublie en fait que c'est multifactoriel de faire à manger maison et qu'une tarte, c'est pas juste on fait une tarte, quoi. Je voulais rappeler les travaux de Nicole Darmon, qui est directrice de recherche à l'INRAE. Ça fait 20 ans qu'elle travaille sur les inégalités d'accès à l'alimentation. C'est un peu une de mes héroïnes. J'adore, passion, je touche le micro, passion Nicole. Elle estime que le prix plancher, parce qu'on parle de manger, ça coûte pas cher, que le prix plancher en deçà duquel il est presque impossible de respecter les recommandations nutritionnelles, donc le PNNS, le Plan National Nutrition Santé, c'est 3,85 € par jour par adulte pour 3 repas. Donc 3,85 € par jour pour 3 repas. Je crois qu'on ne se rend pas bien compte de ce que c'est.
Parce qu'en France, il y a 8 millions de gens qui ont moins de 3 € par jour pour se nourrir. Et que, tiens, comme par hasard, c'est le chiffre aussi des gens qui se trouvent en insécurité alimentaire. Donc, quand on nous dit « ça coûte pas cher de bien manger », rappelons-nous tout ce dont on vient de parler, ce que vous venez d'évoquer, mais aussi le coût, en fait, qui est incompressible si on ne veut pas s'éloigner. Et tu parlais de culture. Et avant de parler du rapport du Secours catholique, je voudrais que tu nous parles un peu aussi de ce que tu évoquais un peu tout à l'heure, c'est-à-dire la culture de ce que c'est que bien manger pour soi, parce que là, on parle des recommandations nutritionnelles, mais il n'y a pas que ça, en fait. Et c'est peut-être une forme de violence aussi que d'imposer aux gens de ne pas s'éloigner de certaines normes en France de ce que c'est le bien manger. Oui, alors après, on pourrait en parler et dérouler longuement. Ce qui est important, c'est de se dire que finalement, on a deux possibilités. Soit on essentialise la culture alimentaire française avec les repas qui doivent être pris de telle manière, avec telle composition pour un petit déjeuner, pour un déjeuner, pour un dîner, et puis une collation. Donc il y a toujours cette façon de fonctionner. Et puis pour ceux qui fonctionneraient autrement, ils ont des étapes à franchir. Finalement, non. Chacun a son propre rapport et du coup, quand on travaille l'accessibilité, quand on discute avec les personnes, on voit à quel point c'est important de pouvoir rester en lien avec des produits d'origine pour pouvoir continuer à faire exister les recettes qui nous réconfortent, continuer à les transmettre à nos enfants et que donc, quand on dit... les personnes qui viennent à l'aide alimentaire, elles ne savent pas manger, on doit leur apprendre à cuisiner un chou-fleur. Voilà, il y a tout ça. Oui, en fait, on peut partager avec elles, si elles aiment le chou-fleur, comment cuisiner ce légume-là. Et on peut aussi s'intéresser aux légumes qu'elles désirent cuisiner. Et il y a de plus en plus de paysans, de paysannes notamment, qui s'installent. Je pense que c'est un travail qui est vraiment mené et qui est au cœur de la ferme de Hanan Somi à Chelles, où finalement elle est dans ce travail de qu'est-ce que vous avez envie qu'on plante et d'accueillir des femmes, des hommes qui finalement ont l'habitude de cuisiner d'autres choses et de voir comment on va pouvoir aussi mener ces cultures dans le territoire qui vous accueille maintenant et comment on fait. Et ça, c'est intéressant parce que c'est ce croisement culturel. Et d'ailleurs, quand on sort, on est... Alors, peut-être que c'est moi qui suis particulièrement gourmande, j'allais faire une généralité. Quand je sors, je suis très friande d'aller dans un lieu où ce que je vais manger, c'est pas quelque chose que je peux faire. J'ai envie, en fait, de ces croisements, de ces rencontres culturelles. Sinon, ça n'a pas d'intérêt. Retrouvons-nous les uns chez les autres et faisons les plats qu'on connaît. Ils sont souvent meilleurs et plus abordables. Mais donc, de pouvoir, en fait, être dans cette transmission et cette rencontre. La nourriture, elle permet de faire circuler des choses. Et ce qui est grave dans le modèle dominant qui nous dit ce qu'on doit manger, c'est qu'en fait, on essentialise non seulement le nombre d'aliments, mais le goût de ces aliments, en supprimant la diversité. C'est... tout, quoi. Alors, tu dis qu'il ne faut pas parler d'agriculture, mais c'est quand même les élections chambres. C'est quand même tout le combat de la Confédération paysanne de pouvoir continuer à avoir cette diversité pour avoir des papilles qui vibrent aussi. Et c'est ça aussi qui permet de rencontrer les autres cultures. Si on commence tous à manger McDo, qu'on cherche ce même goût partout, je ne sais plus à quoi ça sert de parler de culture alimentaire. Et du coup, on est sur une forme de domination et sur finalement de la colonisation aussi de nos ventres et de notre façon de... On reçoit la conf paysanne le mois prochain, justement, pour parler de ça. Oui, c'est une question identitaire, en fait. On oublie souvent la question identitaire quand on impose, on parlera de l'aide alimentaire après aussi, de la question du choix, quand on impose aux gens des légumes, des produits qu'ils et elles n'aiment pas, ne connaissent pas, ne peuvent pas manger, ne savent ou ne peuvent pas cuisiner. Quelqu'un parlait de cuisine d'occasion, meubles d'occasion. Je voudrais rappeler aussi qu'il y a des gens qui sont en hôtel social. Et en hôtel social, on n'a absolument pas le choix. Et on a très peu de matériel, donc c'est très compliqué. Parfois, on a juste un micro-ondes pour faire à manger. On parlait aussi du temps, d'avoir un travail, de cumuler plusieurs jobs, d'avoir un travail le soir. Quand on a des enfants en bas âge, il faut qu'ils puissent peut-être réchauffer tout seuls les plats. Donc voilà, il faut prendre en compte à peu près tout ça. Je regarde s'il y avait d'autres questions. Bonjour, Foi Jaune nous dit « Bonjour, est-ce que le rapport à la viande n'est pas aussi un problème ? Car pour beaucoup, dont les pauvres, un repas réussi est un repas avec de la viande. »
Est-ce que vous avez un commentaire à faire là-dessus? Moi, j'ai un commentaire à faire là-dessus, mais si vous en ça, avez j'en un doutais, sur la viande. En fait, la viande, c'est pas les pauvres, c'est tout le monde. En France, on a un rapport à la viande qui est quand même très traditionnel, très identitaire, très ancré culturellement. Il faut rappeler aussi que la viande a un statut qui a changé dans l'histoire de la nourriture. On veut nous faire croire que la consommation de viande, en fait, elle est presque historique en France. Tout le monde a toujours mangé de la viande en grande quantité. La viande s'est démocratisée depuis les 30 Glorieuses en France. On consomme de plus en plus de viande. La viande, ce n'était pas l'apanage des classes rurales, justement, parce qu'on mangeait les légumes qu'on produisait. On n'allait pas tuer un animal qui pouvait fournir notamment du lait, etc., ou des œufs. Et donc, c'est les classes bourgeoises et les classes, la noblesse, qui bouffaient énormément de viande. Et donc, aujourd'hui, on mange beaucoup de viande en France. C'est une question aussi culturelle. C'est aussi une question de pouvoir, dans certaines classes sociales, montrer qu'on a de l'argent. Et parfois, c'est aussi, dans des classes peut-être plus populaires, montrer quand même qu'on a encore les moyens de se payer de la viande. Et ça peut être aussi, c'est pas une espèce de symbole ostentatoire de richesse, mais c'est montrer qu'en fait, on n'est pas au fond du gouffre, quoi. On a encore les moyens de s'en payer un petit peu. Donc la viande, c'est un truc un peu... pour moi, c'est pas une question de classe sociale, quoi. C'est autant... les riches vont se distinguer, parce qu'on va parler de distinction, en achetant de la viande qu'ils estiment être de qualité chez des bouchers, ou de la viande bio, de la viande élevée comme ci, comme ça, chez des petits producteurs. Par ailleurs, elle coûte très cher, et puis d'autres gens vont manger la viande qu'ils ou elles peuvent manger, qui coûte moins cher et qui est parfois vraiment d'une qualité assez piètre et médiocre. Donc c'est vrai que, et on en parlera peut-être après, mais les habitudes alimentaires aussi a changé en France culturellement. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on parlait des recommandations alimentaires qui nous disent manger moins de viande, plus de légumineuses, etc. Mais c'est un travail de longue haleine, à très long terme. Et surtout, comme tu le disais, on ne peut pas, de manière monolithique, demander à tous les gens qui vivent dans un même pays d'appliquer les mêmes recommandations, puisqu'en fait, déjà, il y a une question de goût et on oublie beaucoup la question du goût. Donc, je ferme la petite parenthèse viande. Marie? Oui, peut-être pour rebondir, c'est vrai que si on resitue un peu la conversation qu'on a autour de insécurité alimentaire, précarité alimentaire, quand même dans la majorité des cas, c'est un problème d'accès en quantité et en qualité limitée. Et donc la viande, dans les personnes en tout cas qu'on rencontre au Secours catholique, c'est vraiment très occasionnel. On parle de personnes qui n'ont pas forcément les capacités d'en acheter. Donc je pense qu'il y a cette question-là d'un problème d'accès pour certains. Et d'un autre côté, il y a un débat sur l'alimentation durable et qui permet à tout le monde d'en vivre et à l'environnement de continuer à phosphorer et à se développer. Et là, c'est un débat qui concerne tout le monde. Et en fait, je trouve qu'on a trop tendance à ramener à chaque fois ce débat de finalement, mais ils ne mangent pas assez bien, quand on parle précarité alimentaire, insécurité alimentaire, alors qu'il y a deux questions. Il y a comment on rend cette alimentation effectivement de qualité, accessible et en quantité suffisante. Et par ailleurs, comment tout le monde change ses habitudes et ses modes de vie en discutant ensemble, en débattant ensemble. Mais c'est une question qui concerne tout le monde. Oui, et arrêtons de croire que les classes aisées mangent bien. Oui, en plus. Parce qu'en fait, c'est le truc, au fond. C'est la présomption de virtuosité, de moralité et de bonne santé. Et le frigo, il est sûrement rempli de fruits et de légumes frais, et on mange du poisson, etc. Enfin, il y a aussi ça. C'est pour ça qu'on jette l'opprobre sur les classes populaires en présumant, d'une part, que le budget, elles ne savent pas le gérer, et d'autre part, qu'en fait, elles mangent forcément mal et qu'elles ne savent rien. Mais je voulais donner un exemple par rapport à ce que tu dis. Toujours dans des ateliers menés avec des personnes qui ont recours à l'aide alimentaire. Une jeune femme, quand on disait, bon alors, qu'est-ce qui vous fait envie, a eu cette phrase-là, moi en fait j'ai envie de manger du veau parce que je ne me rappelle même plus le goût que ça a. Et du coup, je crois que c'est ça aussi qui est important, c'est qu'avec la viande, il y a plein de plats aussi auxquels on est lié. Et du coup, de donner la possibilité aux personnes d'avoir des viandes de qualité pour pouvoir faire ces plats, c'est important. Et là aussi, moi, j'ai l'impression, en tout cas, que sur la génération de ma mère, c'était un repas sans viande, vous avez mal nourri votre famille. Et que donc ça, c'est rentré très, très fort. Et il faut prendre le temps de déconstruire ces espèces de certitudes où il fallait manger une entrée de crudité, de la viande, du poisson, enfin... Voilà, d'avoir en fait un gros contrôle sur la nourriture, au-delà même de la question du plaisir, pour que sa famille soit en bonne santé. Et donc de se dire que maintenant, on arrive à parler de l'apport de
manger des protéines végétales, etc. Mais c'est finalement assez récent, je trouve, et que il s'agit de sortir ou d'aller chez d'autres personnes pour voir qu'en fin de compte, il y a encore beaucoup de travail à faire pour que ce soit bien compris. Voilà, ou de regarder les cantines aussi de nos enfants avec cette importance d'avoir la viande, le poisson et de temps en temps le repas végétarien. Mais c'est pas encore rentré que c'est l'équivalent. Ouais. Mais c'est intéressant ce que tu dis sur le entrée, plat, dessert, parce que tu dis que c'est un travail de longue haleine aussi, de changer culturellement aussi nos habitudes, nos croyances. C'est aussi finalement des croyances ou des pensées magiques, parce que le entrée, plat, dessert, ça fait pas si longtemps que ça que dans les foyers, il n'existe plus vraiment. Avant, c'était quand même quelque chose de très, très ancré. Aujourd'hui, on sait qu'on zappe beaucoup l'entrée, on fait un plat, on fait un dessert, et puis basta, quoi. Je voudrais qu'on parle des conséquences de l'insécurité alimentaire. Justement, qu'est-ce que c'est les conséquences de l'insécurité alimentaire, Marie ? C'est beaucoup, on en parlait d'effets sur la santé. Ça peut être santé physique autant que mentale. On vient d'évoquer, je pense que c'est assez clair, tous les effets de stress qu'il peut y avoir à devoir gérer son budget, pas savoir si on va manger le lendemain, pas savoir si on va nourrir ses enfants. Anxiété, mais aussi honte quand on se résigne à, de ce fait, aller à l'aide alimentaire pour nourrir ses enfants ou pour se nourrir soi-même. Donc ça génère une angoisse et des problématiques de santé mentale, exacerbées par l'isolement social aussi, comme on le disait, puisque forcément c'est une affaire de lien social que de manger. Et donc quand vous ne pouvez pas inviter autour de la table, vous évitez de cuisiner vous-même, vous ne cuisinez plus, et puis vous vous isolez complètement, vous vous retrouvez plutôt dans la solitude. Et donc j'ai d'ailleurs en tête, ça m'avait beaucoup frappé dans l'étude dont on va parler. On travaillait donc avec plusieurs personnes effectivement qui connaissaient ces situations, et notamment Josette. Et ça me fendait absolument le cœur parce que j'avais un très bon rapport avec mes grands-parents, et elle nous disait... en fait, moi, je n'accueille pas mes petits-enfants parce que les petits-enfants, ça a toujours faim, et moi, mon frigo, il est toujours vide. Et je trouve vraiment c'est une illustration flagrante de ce que ça provoque, cette insécurité alimentaire, cette précarité alimentaire pour les personnes, mais en fait aussi pour la société, quoi. Cette rupture de lien social, de cohésion sociale. Et puis bien sûr, après, je ne mentionne pas tous les effets santé physique, avec plutôt la prévalence du diabète, les maladies donc, cardiovasculaires qui vont avec, et qui touchent effectivement davantage les populations défavorisées. Oui, j'ai un chiffre à donner. Donc, on parlait diabète de type 2, retard de croissance sur les enfants lié à aussi. l'alimentation, maladies neurocardiovasculaires, ce qu'on appelle aussi les maladies non transmissibles, cancer aussi. Selon la DREES, les 10% les plus modestes de la population française développent plus souvent de maladies chroniques que les 10% les plus aisés à âge et sexe comparables, 2,1 fois plus de diabète, 2,2 fois plus de maladies du foie ou du pancréas. Et tu parlais justement d'isolement social. Il y a aussi la honte, il y a aussi perdre son travail aussi finalement avec ces choses-là. Toi, Bénédicte, quelles conséquences ? Parce que du coup, je n'ai pas prévenu. Toi, tu as fait une immersion dans l'aide alimentaire avec les Restos du Cœur. En termes de santé mentale ou physique, qu'est-ce que toi, tu as pu observer avec tous les usagers / bénéficiaires ? Il y a plusieurs mots aussi pour, je dirais, pour les gens avant qui... même que je puisse observer, dès que je suis arrivée dans une des épiceries où j'ai passé beaucoup de temps, un centre de distribution, pardon, et les bénévoles m'ont dit, tu vas voir ici, tu vas voir ils les appelaient, personnes accueillies, tu vas les voir grossir, mais c'est pas parce qu'on les nourrit bien. Et en fait, ça veut tout dire. C'est révélateur en fait de ce système qui dysfonctionne. Les conséquences, elles sont réelles, elles sont physiques. Pourquoi ? On pourrait le décrire longuement, mais principalement, dans le cadre de l'aide alimentaire, il y a cette injonction que les structures de l'aide alimentaire doivent distribuer une alimentation équilibrée. Parce qu'on ne leur donne pas les moyens de lutter contre la pauvreté, mais par contre, on va les charger de tout un tas de choses en plus. Donc, on leur demande d'assurer l'équilibre alimentaire des personnes, sans leur donner la possibilité d'avoir des approvisionnements qui puissent garantir cet équilibre. Donc ils font au mieux,
pour distribuer tout ça, mais il y a quand même énormément de boîtes de conserve, et dans les boîtes de conserve, il y a souvent du sucre. Donc ça, c'est problématique. Et il y a tous les produits en fait qui arrivent des ramasses, donc des invendus des supermarchés, des produits qui ont été défiscalisés et qui sont pour beaucoup des viennoiseries, en fait des choses grasses, sucrées, réconfortantes. Et on va donner souvent aux personnes à qui on s'est évertué de fournir plusieurs repas équilibrés, à la fin, eh ben, c'est servez-vous et c'est croissant, pain au chocolat, pain, etc. Et donc du coup ça va faire partie de l'alimentation quotidienne. Donc évidemment que ça a un impact négatif. Et évidemment aussi que c'est réconfortant et que ça fait envie. Et que quand les centres, on l'a vu ces derniers temps, ont de moins en moins de choses à distribuer, ben on en arrive à devoir récupérer ça. Et que finalement, le repas du soir, ça va pas être une soupe avec les bons légumes du jardin, machin truc. Ben ça va peut-être être un truc genre petit déjeuner avec des viennoiseries parce qu'on n'a pas d'autre choix. Et en fait, on voit que la conséquence principale, c'est une inégalité de classe où l'alimentation devient un marqueur social et une injustice folle, puisque malgré le fait que le droit à l'alimentation existe, on ne permet pas aux personnes d'avoir un accès digne à une nourriture équilibrée, etc. Et après, on s'étonne, et c'est là où on est dans l'inversion de la faute, de leurs problèmes de santé, on viendrait leur donner d'autres conseils. Oui, les injonctions, on en parlera après, des messages de prévention qui en fait ne permettent pas aux personnes en situation de précarité de les respecter et donc de la culpabilité qui en découle. Et c'est en ça que le travail qui a été fait par le Secours catholique, CIVAM, Solidarité Paysan et la Fédération française des diabétiques, c'est la question suivante. Et ben, elle est essentielle en fait. Elle est venue nous apporter à tous en fait des données chiffrées et en plus mettre le doigt sur les données qu'on n'arrivait pas à avoir. Alors justement, merci pour cette transition Bénédicte, un rapport sorti en septembre dernier du Secours catholique Caritas France avec donc le réseau CIVAM, Solidarité Paysan et la Fédération française de diabétique intitulé « L'injuste prix de notre alimentation ». Il est en ligne, on va vous mettre le lien, il est accessible à tout le monde. Il y a le rapport entier, il y a aussi un rapport plutôt résumé. Et franchement, lisez-le, vous allez être encore plus en colère. Je sais que le chat est en colère, je suis en colère, les opostiennes sont en colère, mais alors vraiment ça va vous rendre dingo. Est-ce que donc ça révèle notamment ce qu'on appelle les coûts cachés de notre alimentation, c'est-à-dire les impacts négatifs du système alimentaire? Marie, est-ce que d'abord tu peux nous raconter la genèse de ce rapport et pourquoi ce projet commun entre ces 4 organisations? Avec grand plaisir, je vous parle de ce rapport, parce que c'est un travail de longue haleine et effectivement en partenariat. Et pour revenir justement sur la genèse, ça fait depuis longtemps que ces 4 associations, on travaille sur nos sujets, nos préoccupations, chacun dans sa courroie, son couloir, disons, la précarité alimentaire, les enjeux de santé liés au diabète, la question du revenu agricole, du monde agricole, etc. Et pour autant, on constate bien que tout est lié. Enfin, on vient de le dire, que le lien est très évident entre l'alimentation et notre santé, entre la manière dont on traite le vivant et la qualité de notre alimentation, la diversité ou pas dont on a la disposition. Et donc, on faisait ces constats, mais en même temps, on voyait bien que on restait chacun dans son couloir. Et puis, les politiques publiques, elles faisaient la même chose. Et donc, on a commencé par tester d'autres choses à travers des projets très concrets pour se dire, prenons vraiment en face cette question de l'équation entre une juste rémunération, un accès à une alimentation de qualité pour tous, et puis la préservation de notre environnement. Donc, on a testé des choses, on s'est dit, sur quoi, qu'est-ce qui fait tenir cet ensemble? Donc, on monte des épiceries, effectivement, qui sont ouvertes à tous, mais qui ont des prix différenciés selon les revenus pour permettre justement cet effet d'accessibilité. Puis, en même temps, on fait attention, du coup, à l'achat des produits pour que derrière, il y ait une juste rémunération. Donc, on essaie vraiment de tester sur l'ensemble du panel, d'avoir des réponses. Mais on voit bien que c'est un problème structurel, quoi. Donc c'est important pour notre plaidoyer, c'est important pour l'enthousiasme et la mobilisation, parce que c'est une question de citoyens. Mais on voit bien que c'est structurel, et donc on s'est dit, mais en fait, pour sortir de ce problème de segmentation des politiques publiques et des politiques de courte vue, de trop court terme pour agir sur ces questions, il faut qu'on montre
Ce que nous, on voit chacun tous les jours, c'est qu'en fait, tout ça est lié et nous coûte très cher. Et donc, on s'est dit, parlons du vrai coût de l'alimentation, celui qu'on paye une fois qu'on est passé en caisse par nos impôts et par le ressenti et l'impression de ce que les gens vivent à travers ce problème d'accessibilité et de perte de sens dans son travail quand on n'est pas rémunéré, etc. Alors justement, qu'est-ce qu'on apprend dans ce rapport en termes de santé publique et de coûts de dépenses publiques, santé-environnement, et même question, je cite, d'une double peine pour les plus précaires? On apprend deux choses, plein de choses. Mais principalement, effectivement, on a regardé ce vrai coût de l'alimentation. Donc je disais, qu'est-ce que chacun et chacune, en fait, on paye une fois qu'on est passé en caisse par nos impôts, les taxes, donc ce qu'on met au pot commun, ce que la collectivité dépense réellement. Ça, c'est vraiment un point important, c'est de l'argent qui existe. On n'a pas fait d'extrapolation de perte de productivité, de perte de PIB, c'est de l'argent que nous dépensons, que l'État et les collectivités dépensent aujourd'hui pour réparer, pour compenser les effets négatifs de notre alimentation sur la santé, sur l'environnement et sur la société. Donc en particulier, quelqu'un en parlait, des mauvaises conditions de travail, du fait que certains aujourd'hui n'arrivent pas à être rémunérés justement pour leur travail, en particulier donc, dans la production. Et ça nous coûte au minimum 19 milliards par an. Et à côté, donc on a l'État qui répare, qui compense, mais en fait qui entretient ce système de l'autre main, puisqu'on met aussi sur la table 48 milliards pour entretenir tout ce système. Alors 48 milliards, c'est pour nos cantines, pour l'aide alimentaire, pour la distribution, pour les restaurants, pour les modèles de production. Mais ces 48 milliards qui sont totalement en manque de boussole sociale et écologique, qui aujourd'hui ne nous emmènent pas justement dans cette direction du droit à l'alimentation. Il y a très peu de ces financements qui sont fléchés par des indicateurs écologiques et sociaux, mais pire même, il y en a qui sont complètement néfastes. Bon, là, je parle clairement de la politique agricole commune, c'est assez connu avec l'exemple type de plus vous êtes gros... La prime à l'hectare. Voilà, plus vous recevez. On sait ce que ça génère en termes de pratiques de production et donc d'utilisation aussi d'intrants chimiques, de conditions de travail où on met la pression sur les plus bas coûts du travail. Les maladies professionnelles, des gens qui travaillent dans ces endroits-là. Voilà, les maladies professionnelles. Et donc, effectivement, dans ces 19 milliards, d'ailleurs, la santé est l'un des plus forts impacts. Et encore, ce qu'on a considéré en termes de coûts sur la santé, c'est un tout petit bout de la lorgnette de la réalité, quoi. Oui, vous dites que c'est la fourchette basse, les 12,8 milliards d'euros dépensés pour compenser ce système qui finalement est un cercle absolument vicieux. Vraiment, je vous conseille très fortement de lire ce rapport qui est passionnant et qui est très énervant. Quelqu'un pose la question de la sécurité sociale alimentaire, Fleur Flower, et on en parlera à la fin de l'émission, évidemment. Bénédicte est très impliquée, notamment dans ce qu'on appelle la SSA. Je regarde les autres questions. Merci Jean Baltrin qui dit « Je ne suis pas en colère, je vois des gens qui luttent contre la sécurité alimentaire sur mon petit écran. » Merci beaucoup, c'est hyper gentil. Depuis pas mal d'années, donc on parle de ces coûts sociaux cachés, de dizaines de milliards d'euros qui sont là pour compenser des politiques délétères. On parlera de l'aide alimentaire après avec Bénédicte, ne vous inquiétez pas. On a pourtant des messages de prévention depuis quand même pas mal de temps. Je vois que ça va te plaire, ça, Bénédicte. Mangez, bougez, mangez 5 fruits et légumes par jour, ne mangez pas trop gras, trop salé, trop sucré. Bénédicte et Marie, est-ce que ça fonctionne bien? Est-ce qu'on sait si ça fonctionne? Ou bien est-ce que c'est complètement stigmatisant et contre-productif, ce genre de message? On est consternés. Non, mais si ça fonctionnait bien, en fait, voilà, je sais que c'est pas une question, c'est une question bête. Après, je pense que c'est important et qu'il faut le faire. Après, je constate que ça apparaît comme quelque chose de culpabilisant et qu'on est souvent en train, en fait, de pointer. C'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure. En gros, on va à chaque fois pointer les personnes en situation de précarité, alors qu'en fait, ça concerne aussi les plus riches qui ont des pratiques qu'il faudrait manger, bouger, par exemple. Y a beaucoup de personnes qui ont des moyens et qui se font livrer leurs repas. Ils se font livrer leurs repas par des personnes qui n'ont pas de papier et qui, du coup, sont super mal payés quand ils sont payés, prennent des risques et ont souvent des accidents en fait, avec leur vélo
pour lesquels ils auront 0. Et donc, voilà, peut-être la personne n'a pas eu le temps de faire son repas parce qu'elle est partie à la salle de sport. En fait, en gros, je trouve qu'il y a beaucoup d'incohérences et des messages qui m'apparaissent simplistes par rapport à la complexité dans laquelle nous sommes. C'est un paysan qui me disait ça et je trouvais ça très juste et très drôle. Il me disait « Ah bah oui, maintenant ils vont tous en salle de sport mais ils vont plus de jardin ». Et c'est vrai qu'il s'agit de faire un peu de jardin pour comprendre que on soulève du poids, on en fait des exercices. Et donc il y a en fait beaucoup de choses à voir. Oui, c'est important de bouger et de bien s'alimenter, c'est une évidence. Et pourquoi il faut des campagnes de pub? Pourquoi il y a tous ces distributeurs de produits en fait qui sont pas bons, y compris dans les salles de sport. Enfin, donc pour moi, il y a tellement de choses en fait qui sont contradictoires que je me sens tellement dépassée par la politique du en même temps. Je comprends pas. Et je suis assez honnête quand je le dis. Il y a plein de décisions qui me paraissent assez simples à avoir pour que les choses s'améliorent et aillent dans des préconisations qui nous sont données, que je ne comprends pas qu'on puisse en permanence tenir ce double discours. Oui, pour rebondir là-dessus, en fait, c'est vrai que ça, de prime abord, il y a tellement de choses à dire qu'il faut 2 minutes pour se dire, bon, quel est le point plus important? Et je pense que dans ce que tu dis, il y a ce côté aussi passé par l'expérience, le côté sensoriel. C'est pas qu'une information nutritionnelle qui va faire qu'on va bien manger selon des critères nutritionnels. On l'a dit, le rapport même, et ça passe par des choses qu'on peut mettre en place à la cantine scolaire, c'est vrai, ou par faire du jardin, par inciter à faire toutes ces choses-là. Et d'autant plus que, comme tu le disais, il y a des injonctions contradictoires très fortes. Et dans le rapport, c'est aussi ce que l'on montre, c'est que c'est vraiment 2 poids, 2 mesures. Vous avez d'une part ces messages de sensibilisation qui sont certes importants, mais à côté, vous avez 5 milliards d'euros qui sont dépensés chaque année pour de la publicité, en majorité pour des produits trop gras, trop sucrés. Donc je pense que ce qui met en colère tout le monde, c'est ce 2 poids, 2 mesures. Et par ailleurs, qu'en plus, on n'est pas toujours en capacité de répondre aux injonctions du bien manger sain. Et donc, on est aussi privé de contribuer à un enjeu de société par là, et ce à quoi on nous appelle. Et oui, donc moi, ça me met assez en colère, à vrai dire. Il y a une question dans le chat, Super Murjman, qui dit « Dans le jeu de la triste nutrition contre le plaisir de manger, que pensez-vous d'un apprentissage à l'école, d'un savoir-faire, de la bonne bouffe équilibrée contre les injonctions de l'industrie agroalimentaire ?» Et d'ailleurs, ça fait lien avec la question que je voulais poser après. Je voulais aussi parler du scorbut, la résurgence du scorbut. Il y a un article de Libération très récent où des pédiatres et des médecins alertent sur cette résurgence. Alors, le scorbut, c'est une maladie qui est liée à une carence prolongée en vitamine C, qu'on soigne très bien parce que la rémission est quand même assez stupéfiante. Vitamine C, bim, ça repart, quoi. C'est extrêmement alarmant. Et moi, je me rappelle, je vais répondre à la question, je vais poser la question, mais parce que ça fait un lien. Dans les commentaires sous l'article de Libé, sur le compte Twitter, etc., il y a c'était incroyable le nombre de gens qui disaient c'est pas compliqué de manger des oranges. Voilà. Donc on en est quand même là à des gens qui sont à l'hôpital parce qu'il y a une carence en vitamine C, où on leur dit c'est pas si compliqué de manger des oranges. Qu'est-ce que vous dites aux gens qui répondent c'est pas compliqué de manger des oranges? On en revient à tout ce qu'on évoquait avant, en fait, tous les facteurs qui font qu'aujourd'hui, non, c'est au contraire assez compliqué et difficile d'avoir accès à ces fruits et légumes, d'autant plus quand on voit leur prix, encore une fois, dans les lieux les plus accessibles à la population pour faire ses courses. Et quand on voit à côté la baisse du budget alimentaire disponible, le fait que ce soit cette variable d'ajustement pour de plus en plus de personnes. Donc, non, je pense qu'il y aurait, pour rebondir aussi sur la question, il y a vraiment plusieurs choses à faire et il faut absolument s'attaquer à ce qu'on disait là, la publicité, les injonctions qui sont liées à la manière de mettre en place le rayonnage, mais aussi aux marges qui sont faites sur ces produits en particulier. Les fruits et légumes sont les produits sur lesquels il y a le plus de marges qui sont réalisées. Et ce qui était dans l'article, l'enquête faite par les scientifiques sur cette résurgence du scorbut, c'était bien qu'il y a un problème derrière, effectivement, de précarité économique. Donc, quand on voit les 2 choses de
d'une part, oui, les fruits et légumes sont plus chers et en plus, il y a des marges supplémentaires qui sont faites sur ces produits. Et derrière, il y a un problème d'accessibilité économique qui fait qu'aujourd'hui, on a un problème de santé publique maximisé avec des maladies qu'on n'avait même plus auparavant. Enfin, je veux dire, tout me semble sur la table pour dire mais là, c'est urgent d'agir quand même. Et en plus, les marges, les surmarges permettent à la grande distribution, par ailleurs, de baisser les coûts à fond pour proposer des produits très gras, très sucrés, très salés. C'est comme ça qu'en fait, ils font leur équilibre, quoi. C'est en surmargeant les fruits et légumes qu'on peut vendre des packs de Nutella chez Leclerc et de Coca à pas cher, quoi. Après, qu'est-ce qu'on dit à la personne qui dit c'est facile pour tout le monde de manger des oranges? Je pense qu'à certains moments, peut-être... et moi, j'ai l'impression que quand j'ai débuté mon travail de recherche au Resto du Cœur, je ne dis pas que je pensais les choses comme ça, mais en tout cas, mon entrée au niveau de l'alimentation, c'est la défense d'une agriculture paysanne. Et du coup, j'avais quand même un fort prisme du manger bio, local, etc., avec ce truc, qu'est-ce que je vais trouver comme aliment au Resto du Cœur? Comment on nourrit les gens? Et très vite, tout ça a disparu parce qu'en fait, c'est cette nourriture qu'on touchait, qu'on mettait en place, qu'on transportait, qu'on distribuait aux gens, on l'a chargé de tellement d'autres valeurs invisibles que en fait, j'ai changé cette façon de voir les choses. Mais après, sur l'accessibilité à une orange, il faut que les personnes trouvent 2-3 heures de leur temps pour aller faire les distributions dans les centres des restos, Secours Pop, etc. Et se retrouvent face à des familles où, à la fin, on leur fait choisir les fruits pour la semaine. Et on va leur donner 2 oranges, une banane, un kiwi, et 3 pommes, parce qu'il faut partager. Et de là, de se dire, ah ouais, en fait, ça, c'est pour toute la famille, pour toute la semaine, s'ils n'ont pas d'autres recours. De regarder ce qui se passe en fin de marché par rapport au glanage. Et au fait, d'aller trier en fait, dans des fruits pourris pour essayer de récupérer quelque chose. Et du coup, je pense que la carence en vitamines, elle vient aussi du fait d'avoir des produits où la vitamine est peut-être un petit peu en fin de vie. Et que du coup, alors voilà, je ne suis pas nutritionniste, il faudrait vraiment poser cette question. Mais c'est vrai que si on a toujours des produits qui sont issus d'invendus, voire d'invendables, on n'a pas les oranges toutes fraîches, on a le sac d'oranges qui a été ouvert, on a enlevé celle qui était bleue, pour refiler les autres. Donc voilà, c'est quand même des fruits souvent qui ont vécu. Donc par rapport à ça, oui, je pense que c'est important d'aller sur le terrain, de se rendre compte de ce que c'est, et après on peut en parler. Mais voilà. C'est aussi le problème de toujours dire à quelqu'un mais c'est facile, tu devrais, c'est considérer que c'est qu'une question individuelle. Et en fait, on voit bien avec tout ce qu'on raconte, les propositions, mais je sais qu'on ne doit pas forcément parler système agroalimentaire aujourd'hui, mais quand même, ce qui est pointé dans cette problématique, c'est aussi les changements de mode de consommation, en particulier aussi de l'alimentation ultra transformée. Donc, au-delà des pratiques qui essayent de nous vendre tout ça, il y a aussi cette transformation de nos habitudes alimentaires, et encouragée par cette production d'une alimentation de plus en plus ultra transformée. Alors justement, alors je vais donc revenir quand même à la question qu'on a posée avant, parce que le pauvre Super Murgeman me se dit, mais dis donc, elle n'a rien répondu. Il y a ce stéréotype de classe très répandu, on parlait de les pauvres mangent mal, les pauvres savent pas gérer un budget, mais il y a aussi les pauvres, je dis les pauvres vraiment avec des gros guillemets, évidemment, c'est pas péjoratif de ma part, ne savent pas cuisiner. Et donc, il y a souvent cette idée qu'à chaque fois, on devrait apprendre aux personnes précaires à cuisiner. On part du principe qu'elles ne savent pas cuisiner. Toi, tu l'as vu, tu l'as vécu, des gens à qui ont des espèces d'injonctions, des gens qu'on présume être incompétents à ce niveau-là? J'ai en tête en fait une dame qui me disait « Ah, tu les vois là, les 2 petites, elles sont en train de vouloir me donner des cours de cuisine. Je suis sûre qu'elles ne savent pas se faire cuire un œuf et qu'elles commandent du tout prêt le soir. » Donc il y a aussi, c'est intéressant de voir que non, c'est comme n'importe quelle population, je dirais, en fait. Il y en a qui savent cuisiner, il y en a qui ne savent pas. Il y en a qui ont envie, il y en a qui n'ont pas envie, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Et du coup, dans cette diversité-là, comment on ne crée pas d'injonction parce qu'on est pauvre? C'est ça, en fait, qui est insupportable. C'est que ces injonctions, elles n'existent pas pour les personnes qui ont des moyens économiques. On ne leur dit pas « allez prendre des cours de cuisine ».
On leur dit, commande sur Deliveroo. On leur dit pas, mais en gros, c'est ce qui se passe. Et du coup, voilà, on voit l'écart qui est incroyable. Et du coup, on voit aussi qu'il y a des endroits de socialisation, alors qui sont moins présents ou qui se recomposent. Je pense beaucoup aux cantines solidaires et tous ces lieux-là, en fait, où les personnes se rassemblent, cuisinent ensemble. Et ça répond à plein de personnes qui n'ont pas du tout envie de cuisiner seules et qui vont passer 4 heures à faire des pluches et à discuter dans le cadre d'une cantine solidaire pour préparer un repas convivial. Et toutes ces choses-là sont importantes. Et elles sont tellement importantes qu'on ne trouve pas forcément si bon de les financer à leur juste prix. Et là aussi, on voit les écarts. Quand on sort qu'il y a des milliards qui sont dépensés pour l'agro-industrie, même voilà, sur l'éducation à l'alimentation, il faut voir les affichages qu'on a parfois faits par les distributeurs des cantines de nos enfants quand on rentre à l'école. Ça donne juste envie d'arracher les feuilles. On ne peut pas le faire parce que ça n'enverrait pas forcément un bon message aux enfants. Mais en tout cas, ça interpelle. Et que donc, du coup, il n'y a pas ces idées en fait, de transmission, ou alors elles sont transmises par des acteurs qui, de toute façon, sont dans leur façon de penser de manière capitaliste, économique, rentabilité, et ne sont pas du tout en train de penser sur le partage de la nourriture, le droit à l'alimentation. Au contraire, quoi, on en ralentit l'accès. Donc voilà, je crois qu'il y a toutes ces choses-là aussi à pouvoir avoir en tête. Oui, enfin moi je suis tout à fait d'accord. C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Pour le coup, ça c'est une question qui concerne encore tout le monde. Et ce qui est insupportable et problématique, c'est quand on rend obligatoire, en plus désormais, on voit l'accessibilité à certaines aides alimentaires. Si on suit bien cet atelier cuisine, oui, et ça devient en plus une contrepartie, alors que au contraire, c'est un lieu où on peut faire plus de choses ensemble, se connaître, et on a dit tous les bénéfices d'être plutôt dans l'interconnaissance, de couper cette barrière entre bénévoles et personnes accompagnées, et l'alimentation est le meilleur lieu pour recréer ce lien, au contraire qui là est maintenu alors que voilà, ça ne concerne pas que les personnes en précarité. Je me rappelle d'un atelier cuisine qui était vraiment montré comme quelque chose d'important pour partager. Il y avait même une vidéo sur le territoire qui avait fait en sorte qu'il y ait cet atelier de cuisine pour les personnes qui recouraient à l'aide alimentaire. Mais il s'agissait de cuisiner un clafoutis à la cerise. Donc, je ne sais pas si vous avez eu le prix des cerises ces derniers temps. Mais en termes d'accessibilité et de recettes qu'on peut refaire chez soi, mais c'est ça. Il y a un petit peu mieux à trouver. Et du coup, là, on voit, il y avait cette espèce de contentement, alors que c'est voilà, le clafoutis à la cerise. Je pense que les gens qui ont des cerisiers en font un peu. Et pour les autres, c'est plus une recette qu'on pratique parce que c'est hyper coûteux. Ou alors, il faut vraiment avoir les moyens en fait, de mettre les cerises dans un gâteau, quoi. Donc, ouais, non, parce qu'on est très négatif. Donc, il faut quand même donner un petit aspect. Nous, on a plein de bonnes expériences autour des ateliers cuisine. Quand, justement, on se dit que c'est des outils de valorisation, ce qu'on disait, de culture, de vivre ensemble, de partage, de travailler sur un sujet. Parce que la cuisine, c'est aussi super intéressant pour ça, de dire on veut parler alimentation, de ce qu'on veut changer sur son territoire. Ensemble, c'est une question citoyenne, donc mettons-nous autour de la table. C'est aussi ce qu'on dit dans le rapport. En fait, cet argent, c'est nous, et cette question d'alimentation, c'est comment nous, on s'organise pour se nourrir, qu'est-ce qu'on veut. Et donc, comment on met en discussion tout ça, c'est aussi parfois autour d'un repas, commencer à cuisiner ensemble. Souvent, ça marche mieux qu'une grande conférence ou une réunion. Sur l'éducation alimentaire, c'est vrai que ça pourrait être mis en place, mais dès l'école, c'est-à-dire sans stigmatiser des populations spécifiques. Il y a une source INRAE qui s'appelle « Manger à sa faim et sain, une question de revenus », et qui dit « Les Français, quels que soient leurs revenus, consomment en moyenne des quantités équivalentes de produits gras, sucrés, salés, de viande et de poisson. Cependant, 2 catégories de produits primordiaux en termes de santé sortent de l'homogénéité. Les plus diplômés et les plus aisés consomment 2 fois moins de boissons sucrées et 2 fois plus de fruits et légumes que les personnes en situation de précarité alimentaire. » Donc comme quoi, on voit, les pauvres, ils mangent autant de sucre que les riches. Donc il faut déjà arrêter avec ces injonctions, présomptions, etc. Et je voulais juste rappeler aussi, parce que c'est tout récent, on parlait des premiers prix, de la mauvaise qualité des premiers prix. Les gens se rabattent sur les premiers prix parce qu'en fait, quand on n'a pas le choix, voilà. Et il y a une enquête de Foodwatch qui vient de sortir sur le sucre dans les produits premiers prix.
qui montre que donc, ces produits, notamment de MDD, marques de distributeurs, sont pétés de sucre. Et on ne parle pas uniquement des choses sucrées comme les gâteaux, on parle du guacamole, de pizza, de crackers, etc. Donc je voulais rajouter ça. On va maintenant parler beaucoup de l'aide alimentaire, puisque c'est ton sujet, Bénédicte. Donc toi, je disais, tu as écrit un livre sur le sujet, La France qui a faim. Et je voudrais qu'on parle de plusieurs choses, parce que c'est une des solutions curatives et non préventives trouvées à l'insécurité alimentaire, à la précarité alimentaire, c'est l'aide alimentaire. Est-ce que tu peux nous parler, alors brièvement, de la genèse de l'aide alimentaire en France ? Voilà, un peu quand, pourquoi, qui, quoi, et les modalités, parce que tu parles dans ton livre de 5 origines, ramasse, collecte, commande, FEAD et don. Donc si tu peux nous faire un petit topo là-dessus, après je te poserai d'autres questions, mais voilà, nous raconter depuis quand ça existe et quelles sont les modalités. Alors des pratiques d'aide, de solidarité ou de charité, en fait, il y en a toujours eu. Du coup, j'ai plutôt commencé en 85 avec la création des restos, d'autres structures. Il y avait eu la création des banques alimentaires à l'initiative de la sœur Bigot l'année d'avant. Donc, il y a tout un moment, en fait, dans les années 80 où on va avoir les différentes structures, en fait, qui vont se mettre en place. Le secours populaire, il date de l'après-guerre, si je ne me trompe pas. Donc, du coup, il y a toujours eu ces pratiques alimentaires. On va dire que les Restos du Cœur, en 85, ils viennent un petit peu bousculer tout ce qui serait de l'ordre de la charité, avec le projet de Coluche qui vient dire aujourd'hui, on n'a plus le droit ni d'avoir faim ni d'avoir froid. Et c'est quand même pas normal que dans le pays de la bouffe, il y en ait qui n'aient pas à manger. Et qui va donc venir titiller un peu tout le monde sur, en fait, l'État ne le fait pas, regardez, je lance mon appel à la radio et on va y aller. Et on va donner aux personnes ce que n'importe qui mange. Pour lui, ça, c'est hyper important. Donc, c'est vraiment une mise en partage d'une alimentation avec une façon de pouvoir donner aux personnes, en fait, quand ils viennent dans les centres des restos, il faut qu'ils repartent avec un sac prise unique, puisqu'à ce moment-là, c'est plutôt prise unique, pour pas qu'on voit qu'ils soient venus à l'aide alimentaire. Donc, il est dans toutes ces idées-là. Jean-Michel Vaguelsi, son bras droit, raconte que, en fait, il demandait à sa cuisinière, combien il faut pour bien manger sur une journée. Donc en fait, il s'est suffisamment renseigné pour pas être sur de la nourriture hors catégorie, mais être sur bien manger au moment de la fondation des Restos du Cœur. Le problème, c'est que le projet de Coluche, il est devenu structurel. On n'a pas arrêté d'avoir besoin des restos. Et pour Coluche, en fait, ça devait être quelque chose de ponctuel pour mettre le pied à l'étrier à l'État, et que l'État puisse engager des choses. Et pour lui, la deuxième phase qu'il n'a pas eu le temps de mettre en place, c'était l'emploi. C'est-à-dire que là, on répond à l'urgence parce que les factures énergétiques ne permettent plus aux gens de manger et qu'ils nous disent qu'ils souffrent. Mais après, en fait, on fait en sorte qu'ils puissent dignement aller travailler et acheter à manger. Donc, il y avait toute cette idée-là d'un accompagnement beaucoup plus complet. Finalement, sur les questions d'aide alimentaire, depuis 1985, on voit que ça va devenir quelque chose, on compose avec, et notamment au moment de la crise de 2008, on voit que c'est vraiment la manière de s'alimenter des gens. Et on le voit aussi parce que ça va devenir un débouché pour l'agriculture. C'est-à-dire qu'auparavant, et notamment quand Coluche il met en place les Restos du Cœur, on va taper, lui en fait, il se bagarre pour qu'on puisse taper dans les stocks européens. Parce qu'aujourd'hui, ces stocks européens, ils n'existent plus. On n'assure plus un prix juste aux producteurs. Donc, du coup, tout le monde est mis sur la concurrence. Et pour pouvoir avoir des produits à distribuer, il faut faire des appels d'offres. Des appels d'offres concernent l'agro-industrie. Donc, les choses sont très différentes depuis 1985. Peut-être que pour comprendre l'aide alimentaire, il faut comprendre aussi son approvisionnement. Et je dirais qu'il y a 5 sources principales. Oui, justement, tu mettais ramasse, collecte, commande, FEAD, don. Oui, c'est ça. Ce qui est intéressant, par exemple, donc le FEAD qui est maintenant le FSE+, c'est que ce sont des grosses commandes qui sont effectuées au niveau national par France Agrimaire. Et c'est qu'avec ces gros marchés qu'on arrive à faire rentrer des steaks qui contiennent à peu près tout sauf de la viande. Donc on arrive aussi à avoir des scandales sanitaires au sein de l'aide alimentaire par ces pratiques d'achat.
Oui, il y avait eu des steaks, quelqu'un en parlait dans les commentaires tout à l'heure. Donc je rebondissais dessus. Ensuite, dans ces approvisionnements, chose qui n'existait pas du tout à l'époque de Coluche, mais qu'il faut mettre en parallèle, parce que la loi de défiscalisation, elle s'appelle loi Coluche, sur la défiscalisation pour l'aide alimentaire. Lui, c'était cette manière-là dont il voulait dire il faut quand même que l'État paye un peu. Et c'est devenu tout autre chose, puisque l'État s'en sert pour faire des cadeaux, notamment à l'agro-industrie et aux supermarchés. Tu parlais du gaspillage alimentaire. Ce fameux gaspillage alimentaire, pour le réduire, il a été imaginé qu'il fallait encourager le supermarché à donner ses surplus aux structures de l'aide alimentaire. Et pour l'encourager, eh bien, on crée des conventions de dons et donc une contrepartie qui va être défiscalisée. Il y avait des ramasses avant la mise en œuvre de la loi Garot, mais donc là, ça va s'intensifier, ça va créer autre chose. Ça va notamment permettre aux magasins de vendre à perte, ce qui fait que ce qui arrive dans l'aide alimentaire, c'est quand même plus de l'ordre de l'invendable que de l'invendu. Et que du coup, le supermarché, pour moi, il ne fait absolument pas du don, puisqu'il connaît la contrepartie qu'il va recevoir avant même de donner. C'est ça qui le motive. Donc on est plutôt dans la création d'un marché indigne de la faim. J'allais dire, c'est le marché de la faim dont tu parles dans ton livre. C'est ça. Et on le voit, en fait, ce marché indigne de la faim, il existe quand on considère que l'aide alimentaire va être un débouché pour nos producteurs. Donc on va leur acheter moins cher des produits sous couvert que ça va à l'aide alimentaire. Et quand on va décider que ce qui devait aller à la plus belle va aller nourrir les personnes. En fait, pour beaucoup, il y a toujours mais attention, on ne distribue pas n'importe quoi dans le cadre de l'aide alimentaire, on ne rend pas les gens malades, etc. Je suis d'accord, en fait. Je ne viens pas dire qu'ils font mal. Et en aucun cas, je le dirais. Je viens expliquer comment la structure ne donne pas les moyens aux acteurs de l'aide alimentaire de faire correctement. Et comment cette structuration, en fait, elle vient même aujourd'hui donner cette mission. L'aide alimentaire doit lutter contre le gaspillage alimentaire. Non, l'aide alimentaire, elle est là pour permettre de lutter contre la pauvreté. Et ils préféraient avoir des produits de qualité qui n'aient pas un impact négatif sur l'environnement. C'est juste qu'ils n'ont pas le choix d'utiliser autre chose. Et donc, tous ces effets-là sont importants et viennent en effet participer à décrire, en fait, une aide alimentaire qui devient le moyen de se nourrir de millions de personnes, 4-5. On n'a pas des chiffres hyper en fait, on peut voir par rapport à la capacité des structures de l'aide alimentaire, elles ont, quand on met tout bout à bout, on voit qu'on a une capacité de 4-5 millions, sauf qu'on a un chiffre bien plus élevé de personnes qui en auraient besoin. Donc là, vous voyez le nombre de personnes qui sont sans recours et sans possibilité, et donc dans une situation de grosse détresse alimentaire aussi. Donc c'est important d'avoir ces ordres d'échelle un peu en tête pour aussi comprendre que même quand on dirait c'est bon, t'as qu'à aller à l'aide alimentaire, aujourd'hui, un bénévole qui s'engage pour dire oui ne peut plus dire oui à tout le monde. Et ouais, si je peux compléter en fait sur le système de l'aide alimentaire, je pense que le point majeur, et en particulier pour le Secours catholique, mais aussi d'autres associations, c'est effectivement ce que tu disais, que c'est un système qui s'est structuré, institutionnalisé en France dans les années 80 face à une problématique conjoncturelle. Et donc ça avait vocation à rester conjoncturel, à lutter contre des effets de la précarisation. Or, le problème, c'est qu'effectivement, alors que c'était une réponse à l'urgence, c'est devenu une réponse à de la précarité structurelle. Donc, on gère de la pauvreté, mais on n'est pas du tout en train de lutter contre la pauvreté avec des réponses en termes de protection sociale, de revalorisation des revenus, etc. Et ça devient juste l'outil, donc, tout simplement par rapport à un problème de précarité structurelle. Donc, je pense qu'il faut resituer que en tout cas, nous, on ne condamne pas, on ne va pas sur la fin totale de l'aide alimentaire au sens où c'est nécessaire pour ces situations d'urgence. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est la seule réponse majoritaire à ces situations. Et après, sur les modalités, il me semble quand même important de dire que il y a effectivement de l'aide qui est distribuée en nature, et donc c'est important de comprendre ces modes d'approvisionnement. Mais il y a quand même des modalités et des évolutions dans la manière dont on propose aussi une aide alimentaire qui font un peu bouger les choses et qui, j'espère, répondent quand même un peu mieux aujourd'hui à cette prise en compte de ce que les personnes nous disent sur ce qu'elles souhaitent et de leur considération en tant que personne et pas en tant que bénéficiaire, mais aussi ce qu'on disait sur la qualité de l'alimentation.
Et donc, je pense typiquement à... il y a certes des colis qui sont distribués par un certain nombre d'associations, mais par exemple, sur les situations d'urgence et quand les personnes ont les capacités d'aller en magasin, on fait des aides financières. C'est comme des tickets, c'est des tickets services, c'est ce qu'on appelle. C'est comme des tickets resto, en fait. Et on peut acheter des produits d'hygiène et d'alimentation dans les magasins qui l'acceptent. Et ensuite, vous avez tout un tas, des personnes mentionnées, les épiceries sociales et solidaires. Bon, alors, on n'est pas toujours, effectivement, dans des pratiques non paternalistes, mais il y en a qui essayent vraiment d'être justement plus ouvertes pour tout le monde, avec ce que je mentionnais de tarifs différenciés. Et quand même, il y a des évolutions sur les aides publiques qui nous incitent aujourd'hui à aller plus loin. Et des personnes mentionnées, là aussi, la SSA. Aujourd'hui, il y a quand même des financements qui ont été débloqués par ce fameux fonds Mieux manger pour tous. Et son utilisation est à double tranchant. Une partie sert aujourd'hui à simplement moderniser l'aide alimentaire en changeant les produits, mais sans changer la pratique. C'est-à-dire on continue à ne pas être dans rendre accessible et de manière autonome son alimentation, mais juste on change le colis, c'est plus des choses ramassées par la grande distribution, mais c'est des produits de qualité achetés aux producteurs. Pour nous, ça va pas du tout assez loin. Par contre, il y a des choses qui sont financées, qui sont ces expériences de caisses alimentaires locales. Ça, on en parlera plus tard. Du coup, là, moi, je pense qu'il ne faut vraiment pas qu'il y ait de confusion. La sécurité sociale de l'alimentation n'est pas un projet qui se situe dans la continuité de l'aide alimentaire. Je suis tout à fait d'accord là-dessus. Du coup, ça, faut que ce soit clair pour tous ceux qui écoutent. Mais moi, je suis peut-être... pas tout à fait en accord sur la manière de raconter le fonctionnement de l'aide alimentaire, parce que pour moi, il est important de comprendre qu'elle devient un marché. Je suis aussi d'accord avec ça. Et que du coup, il n'y a aucune raison d'arrêter l'aide alimentaire pour ceux qui sont en train de s'enrichir sur ce marché de la faim. Et en fin de compte, c'est exactement ce qui se passe aussi dans la question du travail social, etc. Si on demande en fait à tous ces secteurs de rentrer dans des logiques de rentabilité, on ne répond pas aux problèmes en fait. On les utilise et on rentre dans cette forme de biopolitique dont nous parle Foucault, où pour nourrir le capitaliste, les corps sociaux sont mis à contribution et font exactement le contraire de ce qu'ils sont venus faire. Et c'est bien ce qui se passe pour beaucoup de bénévoles dans le cadre de l'aide alimentaire. Ils sont là pour venir agir en solidarité contre l'injustice alimentaire et ils se retrouvent à lutter contre le gaspillage alimentaire, à donner des conseils pour une alimentation équilibrée et aujourd'hui, avec le Fonds Mieux manger pour tous, à devoir assurer un lien avec une agriculture paysanne. Moi, j'interroge beaucoup aussi ce Fonds Mieux manger pour tous dans ce cadre particulier. C'est-à-dire que, évidemment, qu'on est tous d'accord pour faire en sorte qu'une agriculture paysanne soit accessible à tout le monde. Et c'est bien parce que c'est évident qu'on est tous d'accord que du coup, on se dit oui, c'est une bonne idée et qu'on ne réfléchit pas derrière à ce que ça vient dire. Ce que ça vient dire et ce que ça révèle, si on regarde en fait ce qui s'est passé pour les acteurs de l'aide alimentaire, c'est que ceux qui n'ont pas des pratiques déjà vertueuses avec l'usage de ces produits, c'est devenu un coût supplémentaire, encouragé par le Fonds Mieux manger pour tous, dans un moment où ils ont eu plus de personnes qui venaient. Donc à la fois, on a communiqué sur le fait de leur donner plus d'argent via ce fonds, et à la fois, le fléchage de ce fonds n'a pas permis d'accueillir autant de personnes. Et je pense que ça rend compte en fait de la complexité et de la difficulté aussi pour les bénévoles de se retrouver dans ces entre-deux, dans ces impossibles. La mission que l'État délègue, puisque le droit à l'alimentation c'est une mission de l'État, délègue aux structures de l'aide alimentaire est une mission impossible. Et les moyens ne sont pas fournis pour pouvoir y répondre correctement. Et du coup, on ne vient pas soulever la question de fond qui est comment on réinstalle en masse pour que le Fonds Mieux manger pour tous soit pas 1-2% de l'alimentation des personnes qui recourent à l'aide alimentaire, mais permettre en fait de réinstaller des producteurs pour que tout le monde puisse avoir accès à leurs produits. Donc voilà, il y a tout un tas de niveaux dans ce système alimentaire où l'aide alimentaire devra continuer à exister parce qu'on continuera toujours à avoir des moments, notamment avec le changement climatique ou la guerre, ou le chômage, enfin bref,
où on aura besoin d'une aide ponctuelle. Et dans son évolution, en fait, on voit qu'il y a une instrumentalisation de l'aide alimentaire avec aucun moyen qui sont donnés pour pouvoir atteindre leurs objectifs. Mais il y a l'ensemble du système alimentaire à côté dont il faut comprendre les rouages pour pouvoir se le réapproprier et venir le transformer. Moi, je suis tout à fait d'accord. Enfin, le problème principal, il est encore une fois que c'est le levier principal aujourd'hui pour essayer de lutter contre cette problématique de précarité alimentaire. Alors qu'on voit bien dans ce rapport, dans tous les documents qu'on mentionnait, le rapport L'Injuste Prix, que c'est un problème systémique. Et donc, en fait, il faut aller toucher les politiques agricoles, les politiques de santé, et c'est pas du tout réservé, en plus, à une politique complètement résiduelle, encore une fois, qui va pas aux racines de cette précarité qui est derrière qui se situe derrière une demande d'aide alimentaire. Donc ça, franchement, on est très clair. Moi, je faisais juste une petite nuance au sein de ce fonds. Et je suis d'accord qu'il y a un risque sur une simple modernisation, par ailleurs, de cette aide alimentaire. On a voulu intégrer cette question de la qualité et du respect de la rémunération de certains derrière. Clairement, il y a une partie qui sert à faire ça, et ça, on est sur de la modernisation. Mais il y a aussi toute une partie de ce fonds qui finance des expérimentations d'autres formes d'action plus participatives, où il n'est pas du tout question d'acheter pour les gens. On est typiquement à Action contre la faim mène plutôt une expérimentation de concertation autour là aussi d'aides financières qui permettent avec un bonus d'acheter des fruits et légumes et des fruits et légumes de qualité produits en respectant les conditions de l'agriculture biologique par exemple. Et c'est ça qui est hyper intéressant aussi à avoir en tête, c'est qu'on est aussi dans la mise en concurrence de différents acteurs. Notamment des acteurs en fait qui vont, parce que c'est dans leur ADN d'être déjà sur des pratiques vertueuses, ils ont franchi le pas, et ben ils vont être mis en concurrence, c'est pas dit, mais avec des acteurs historiques. Et du coup, ça fige un peu les positions et ça empêche un mouvement global vers la justice alimentaire. Et c'est ça qui est dommage en fait, dans des politiques descendantes, de ne pas prendre plus la mesure et prendre plus soin des combats qui sont menés sur le terrain depuis des années, parce que ce que j'ai pu ressentir au sein des Restos du Cœur, c'est un manque cruel de reconnaissance des bénévoles. Et si je l'ai ressenti quand j'étais au Restos du Cœur, je pense que c'est au sein du collectif pour une sécurité sociale de l'alimentation qu'une chercheuse m'a donné une clé de lecture que je trouve très très importante à propos des travaux de Boris Cyrulnik, qui du coup dans les origines de la violence s'intéresse aux héros. Et vient nous dire qu'avoir besoin de héros dans une société dite en paix, c'est plutôt mauvais signe, parce que le héros est fait pour être sacrifié. Et de là, on peut se rappeler ce qui s'est passé en 2019 et se rendre compte qu'en effet, on nous demandait d'applaudir nos bénévoles de l'aide alimentaire, nos soignants, etc. Et que par ailleurs, aucune politique publique est venue répondre à la hauteur de leur désespoir et de leurs besoins pour qu'une telle situation ne se reproduise pas. Il nous reste pas longtemps, alors que j'ai encore plein de questions, et vraiment il y a des choses que je voudrais absolument aborder. Je voudrais juste, avant de parler du droit à l'alimentation et de la SSA, mais il va falloir qu'on fasse très vite, je voudrais quand même parler de ce que toi tu appelles le maintien de la paix sociale, Bénédicte. Tu écris dans ton livre que l'aide alimentaire contribue au maintien, je cite, de la paix sociale. Est-ce que tu penses, parce que cet épisode s'appelle une bombe à retardement, pour l'interrogation, est-ce que tu penses que la France peut connaître, au même titre que d'autres pays dans les années 2000, au même titre qu'en Tunisie, les printemps arabes qui ont commencé notamment, pas que, mais notamment avec une inflation galopante sur les prix de l'alimentation, est-ce que tu penses qu'en France, on peut connaître des émeutes de l'alimentation ? Alors, non seulement je le pense, mais je l'ai ressenti, et je pense qu'en 2019, justement, ça a été ressenti par les préfets qui ont demandé dans plusieurs villes de Seine-Saint-Denis à des agents municipaux d'aller assurer les distributions alimentaires par crainte d'émeutes de la faim. Donc oui, en fait, et de pillage. Donc cette violence-là, on la ressent très très bien quand on fait des distributions alimentaires. C'est-à-dire que, et quand je parle de ce rôle en fait de maintenir la paix sociale, c'est que dans la distribution alimentaire, physiquement, on a une posture, on porte quelque chose qui fait que, bien qu'on a franchi cette barrière en rentrant dans le non-respect du droit à l'alimentation, eh bien, on va discuter avec des personnes, etc., qui sont en situation de non-droit. Et ça ne disparaît pas. Mais par moment, en fait, ça devient insupportable et du coup, ça peut rejaillir.
On va avoir des explosions de violence. Ça doit être, je dirais, 2% du temps, parce que la plupart du temps, les bénévoles contiennent cette violence. Et avec ce qu'ils transportent sur le terrain, eh ben, ils permettent que la nourriture fait circuler cette fameuse justice sociale. Ça fait office de filet de sécurité en disant toi, tu vois, il est minuit, je t'apporte ce que je peux t'apporter. Et puis, on discute et puis ça fait du bien. Et ça fait aussi du bien aux bénévoles parce que les personnes qu'on rencontre viennent nous raconter des choses et nous apporter aussi une connaissance fine du monde qu'on n'aurait pas sans ça et nous permettre justement de pouvoir prendre position pour eux et pour faire entendre ces voix-là. Après, il y a un autre pas à avoir, au-delà du maintien de cette paix sociale de manière plus globale, c'est qu'aujourd'hui, en effet, on est dans cette illusion de paix. Je dis illusion parce qu'on se rend compte que les règles du jeu, ce n'est pas un contrat social qui a été signé avec tout le monde, mais c'est plutôt les règles du jeu du dominant avec leurs outils. Et qu'à ce titre-là, si on n'est pas en paix, et dans quel système on est? On est plutôt dans une forme de pacification, où du coup on va utiliser ces différents outils pour pacifier la société. Quand je dis pacifier la société, c'est qu'on ne va pas hésiter même à être parfois un petit peu violent pour imposer ces décisions. Et dans une logique de paix, on serait dans une mise en place en fait, de la justice complètement différente. Et à ce titre, c'est ce qui, moi, me permet de faire le lien avec la sécurité sociale de l'alimentation. La sécurité sociale de l'alimentation... Allons-y, on parlera du droit après alors. C'est un projet qui, et je ferai la passerelle vers le droit, qui est un réel projet de paix et de justice sociale et qui vient rompre avec ces logiques de pacification en se disant on va reconquérir notre alimentation de manière démocratique. Et c'est ça le plus beau qui se passe dans ces projets de SSA. Ensuite, l'inspiration qu'il y a, c'est la sécurité sociale telle qu'elle a été créée par les résistants. Et ça non plus, ce n'est pas un petit héritage. Et ensuite, toutes les conquêtes que ça a nécessité. Donc, après, je peux aller vite sur la sécurité sociale de l'alimentation. Raconte-nous les piliers, comment ça fonctionne. Ouais. Et puis, je sais que tu es impliquée dans plusieurs projets aussi de SSA, notamment dans le 20e à Paris. Puis, il y en a une trentaine en France. Donc, si tu peux nous faire un petit topo sur c'est quoi la SSA? C'est quoi la SSA? C'est un constat de départ de plusieurs structures qui disent en fait, on ne peut plus continuer comme ça. Des producteurs qui se disent en fait moi je produis une nourriture de qualité, elle n'est pas accessible aux autres, donc il y a un moment donné, il y a un non-respect du droit à l'alimentation, il y a une impossibilité de vivre pour les producteurs de ce qu'ils font, et il y a trop de personnes à l'aide alimentaire. Donc comment on repense un système qui puisse sortir une partie de l'alimentation du marché? D'où donc vient l'idée d'utiliser le même schéma que la sécurité sociale avec les mêmes piliers. Le premier, c'est l'universalité. C'est-à-dire que si on parle de droit et de droit universel, on ne va pas avoir une politique pour les pauvres et puis une politique différenciée pour les personnes qui auraient les moyens. Donc ça s'adresse à tout le monde, que l'on soit riche ou pauvre. Et ensuite, c'est basé sur de la cotisation. Donc aujourd'hui, il y a aussi tout un langage en fait où on parle de charges sans arrêt sur notre argent, de défiscalisation, etc. Mais finalement, via les cotisations, on sait que grâce au travail, on produit de la richesse. Il y a une partie des cotisations qui est patronale, une partie des cotisations qui est à la charge du salarié. Aujourd'hui, il n'y a pas d'accord sur les assiettes à prendre et c'est encore en discussion au sein du collectif. Mais on aurait des cotisations pour pouvoir subvenir à ce nouveau risque qui apparaît, on vient quand même de le démontrer, qui est le risque alimentaire, de ne pas pouvoir bien nourrir toute la population. Et enfin, on passe par le conventionnement. Et le conventionnement, c'est chouette parce que c'est là où on met de la démocratie dans l'assiette. C'est là où on remet tout sur la table et on se dit qu'est-ce qu'on garde et qu'est-ce qu'on peut manger ensemble et à quelles conditions. Et là, c'est au cœur, je pense, de toutes les expérimentations. On a des parcours d'engagement, des formations, on les appelle un peu différemment, où on vient déconstruire ce qu'on connaît du système alimentaire pour être en capacité de conventionner des lieux, des produits, et donc de rechoisir notre alimentation. Et tout ce fonctionnement-là, pour le moment, il est à titre expérimental sur certains lieux, mais le projet global de la sécurité sociale de l'alimentation, c'est de permettre à chaque personne résidant en France de recevoir 150 € par mois pour l'alimentation, mais pas pour n'importe quelle alimentation,
pour une alimentation choisie selon des critères qui ne viennent pas par le haut, mais choisis de manière démocratique, notamment en travaillant le conventionnement ensemble, donc par des caisses. Et donc aujourd'hui, on a toutes ces expérimentations de caisses, avec l'expérimentation du transfert monétaire, qui essaye de venir donner les meilleures indications pour pouvoir transformer l'essai et avoir une loi qui permette la mise en place de la sécurité sociale de l'alimentation. Et donner une autonomie aux gens qui peuvent effectivement choisir, parce que tu parles dans ton bouquin de violence alimentaire. Moi qui m'a complètement éclairée quand j'ai lu ton livre en écrivant un de mes bouquins, je me suis dit waouh, notamment le fait déjà d'avoir des rayons remplis, de ne pas pouvoir acheter et aussi de ne pas pouvoir choisir, et on en parlait aussi, ce qu'on mange. Par exemple, s'il y a des gens qui sont à Montpellier, dans le chat, à Montpellier, il y a une expérimentation en cours depuis 1 an. Dans le 20e, il y en a une, tu fais partie du comité scientifique Bénédicte, on connaît toutes les deux cette expérimentation. Il y en a à Bordeaux, il y en a à Lyon, il y en a un peu partout. Voilà, le lien est là, il y a un collectif, vous pouvez aller trouver tous les outils, vous pouvez vous-même vous en emparer pour aller en parler à qui de droit. Voilà, n'hésitez pas à aller voir les conseillers municipaux, la mairie, etc., aller en parler entre vous. Encore une fois, comme tu le disais, c'est pas quelque chose de descendant, c'est quelque chose d'ascendant, c'est-à-dire que c'est des comités citoyens qui décident comment ça se passe. Je voudrais qu'on termine, même si j'avais plein d'autres questions, je voudrais qu'on termine sur le droit à l'alimentation. Alors, on disait depuis tout à l'heure que le droit n'est pas respecté. Et il existe ce droit. Marie, qu'est-ce qu'il y a en ce moment sur le droit à l'alimentation? Comment il se traduit? Est-ce qu'il existe? Oui, pour aller vite. Alors, c'est vrai que tout ce dont on a parlé aujourd'hui sur les réponses de l'aide alimentaire qui sont insuffisantes, et encore une fois, j'insiste complètement, quand même nous on fait ces expérimentations avec d'autres de caisses alimentaires ou d'autres modalités, c'est bien pour dépasser ensuite la charité. C'est voilà, maintenant on a fait des démonstrations, voici ce que pourrait être une politique publique à la hauteur des enjeux et tout ce que ça impliquerait. C'est pas du tout pour dire c'est à nos associations de porter ce sujet. Et ça me semble vraiment important de le mentionner et de ne pas se situer sur cette place-là. Enfin, je voyais quelqu'un qui disait bien ça, il faut rendre publique la solidarité, et on n'est pas sur une question de charité, en fait, là. Et ça fait le pendant avec le droit à l'alimentation, au sens où, effectivement, il existe d'un point de vue international. La France a ratifié des traités qui le reconnaissent, avec ce droit, pour faire vite, qui reconnaît la capacité, effectivement, d'accéder à une alimentation en qualité, quantité suffisante, en autonomie, c'est tout ce qu'on disait, donc c'est-à-dire de pouvoir avoir les capacités de se l'acheter ou de la produire. Et donc le droit à l'alimentation, il protège ces capacités-là. Donc il doit tout mettre en œuvre pour que, effectivement, on ne soit pas obligé de demander de l'aide, mais au contraire, on soit chacun en autonomie, capable de choisir son alimentation et d'avoir les moyens d'y accéder. Et donc la France a ratifié certains protocoles internationaux qui reconnaissent le droit à l'alimentation, mais il n'y a pas de reconnaissance dans le droit français. Il n'y a pas d'inscription dans le droit français, et ce qui fait qu'aujourd'hui, on est d'une certaine manière que sur cette partie minimale du droit à l'alimentation, qui est mettre à l'abri de la faim. Mais ce n'est pas suffisant. Et c'est pour ça qu'on demande la mise en place d'une loi cadre sur le droit à l'alimentation, qui permet de poser des objectifs et des principes de base pour y répondre, et du coup de donner cette orientation aux politiques publiques et à toutes les politiques publiques, pas seulement sociales, mais aussi ce qu'on disait sur ce qui relève de la production, ce qui relève de l'installation, de ce qui va relever des enjeux de santé, et donc aussi de régulation d'acteurs économiques. Cette loi cadre, elle permettrait de se donner cet horizon qu'aujourd'hui on n'a pas, d'être beaucoup plus proactif en termes de politique publique et de poser des obligations vers cette orientation. Parce qu'elle n'est pas opposable, en fait, contrairement au droit au logement. On ne peut pas aller voir l'État et dire « Bonjour, en fait, vous ne respectez pas mon droit, un droit essentiel qui est celui-ci ». Dans une partie très minimale, il y a une partie dans la Constitution, effectivement, du respect de la dignité humaine où ça a pu être opposé, mais dans des situations vraiment exceptionnelles de mise en danger des personnes, comme à Calais, où des distributions alimentaires ont été refusées. Mais effectivement, là, on était sur une approche minimale, et il manque cette reconnaissance par le droit français pour qu'effectivement on l'oppose, et surtout on soit beaucoup plus actif. Et comme on le disait dans le rapport, le problème, c'est quand même, on a une manne incroyable financière qui est sur la table, mais qui manque aujourd'hui de réorientation. De fléchage. Le contrat social d'hier, de
pour que tout le monde ait accès à son alimentation, il faut absolument produire à bas coût. Il est rompu, il est obsolète, et le droit à l'alimentation permet de rebâtir ce contrat social et de nous donner cette orientation et du coup de mettre tous les moyens qu'on a à ce service, quoi. Au service Vous de voulez cette conclure orientation. sur le droit à l'alimentation, Bénédicte? Non, enfin, je pense qu'après, ce qui est important en fait à avoir en tête, c'est que bon là, on finit sur un gros outil juridique et qui est travaillé d'ailleurs au Sénat avec un dépôt pour que ça puisse être inscrit dans la Constitution. Donc il y a vraiment aujourd'hui, je crois que les choses, on peut les dire, on peut aller beaucoup plus loin que ce qui se passait en 2019 en fait. Après le Covid, un peu plus de 5 ans, les discours ont changé. Maintenant, ce qui est important aussi, c'est de comprendre qu'on a un rôle à jouer, qu'on peut jouer un rôle. Et ce qui se passe dans les différentes expérimentations et dans les collectifs, c'est que ça fait du bien aux gens. Cet engagement-là, très concret, où on va se former, ce samedi par exemple, avec le comité citoyen du 20e. On était dans une ferme en train de transporter des brouettes de fumier et de brouillard. Et ben, ça nous a fait beaucoup de bien d'échanger avec la productrice, de comprendre en fait. Et donc cette compréhension-là, elle va faire partie de l'évolution du droit. Le droit, on le voit souvent comme quelque chose en fait qui viendrait au-dessus de nous. Le droit, c'est aussi un outil vivant qu'on peut faire évoluer grâce à nos pratiques et grâce à nos besoins. Donc voilà, je crois que ça, c'est aussi important à avoir en tête, de pouvoir aussi être dans cette reconquête et dans cette conquête de droits fondamentaux. Aujourd'hui, c'est plutôt le capitalisme qui a la part belle, mais ça ne veut pas dire que ça va être toujours comme ça. Et au contraire, on est en train de se rendre compte que les alliances qui se passent, les rencontres entre différentes résistances dans cette logique de pacification, elles peuvent produire une nouvelle société. Elles peuvent complètement transformer le contrat social grâce à la connaissance des gens. Oui, je pense qu'il y a vraiment le mot de la fin, Marie, du coup. Voilà, un problème de récit, et on peut reconstruire aujourd'hui le récit à partir de cet horizon de droit à l'alimentation. Il y a le côté inscription dans le droit un peu technique, mais ce que tu disais, comment ça oriente, ça guide ce discours sur le droit à l'alimentation, aussi tout un récit qui porte dans toutes ces expérimentations et qui remet à sa place le citoyen en tant que citoyen. Et vraiment, dans l'étude de l'injuste prix, ce qui marquait énormément, c'était tant qu'on considérait la personne comme un consommateur et une consommatrice, eh bien on l'excluait aussi de ce jeu démocratique et ça nourrit de la colère et du ressentiment. Donc vraiment, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire. Il faut épouser cet enthousiasme que donne aussi le droit à l'alimentation dans toutes ces expérimentations en tant qu'horizon et récit. Collectif, agentivité, solidarité, droit, fléchage politique, argent. Merci à toutes les deux, Bénédicte Bonzi. Je rappelle que tu es chercheuse et docteur en anthropologie sociale. Tu as écrit La France qui a faim, le don à l'épreuve des violences alimentaires. Lisez-le, vraiment, lisez-le. Et Marie Dric, tu es docteur en sciences politiques, responsable accès digne à l'alimentation durable au Secours catholique Caritas France. Lisez le rapport sur l'injuste prix de notre alimentation. Merci à toutes les deux. Merci beaucoup pour le chat. Il y a des questions qu'on n'a pas pu prendre, etc. Mais le sujet est tellement touffu. Mais merci beaucoup. Vous étiez vraiment nombreux et nombreuses à discuter. C'est hyper agréable toujours de vous avoir à chaque bouffe de là. Merci d'avoir suivi l'émission. Je vous dis à dans un mois pour la prochaine émission qui normalement parlera donc de l'agriculture en France pour le Salon de l'agriculture, a priori avec des gens de la Confédération paysanne. Mais pas que, c'était passionnant, très belle émission, merci beaucoup, franchement je suis très contente de la faire avec vous. Bonne journée, à bientôt. La riposte, c'est vous. Suivez la chaîne, activez la cloche, donnez au poste. Soutenez-nous sur auposte.fr.